Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Michel Blaise-Pascaud et je vous souhaite la bienvenue Salle Liberté dans le cadre du Congrès des maires à l'occasion du forum intitulé « Prévention des risques et gestion des crises, on accélère » avec un beau point d'exclamation. Attentats, inondations meurtrières, tremblements de terre, les communes et intercommunalités sont de plus en plus confrontées à une multitude de risques et de menaces. Quelques chiffres. 5700 communes reconnues en état de catastrophe naturelle chaque année, plus d'un quart de la population exposée au risque d'inondation, 48% du territoire métropolitain exposé au risque retrait gonflement des argiles, ou encore 6870 communes déclarées exposées au risque de feux de forêt, sans oublier l'exposition des communes d'outre-mer aux cyclones, aux éruptions volcaniques et aux séismes de magnitude supérieure à 4, sans oublier, non, là encore, les risques industriels, technologiques, les menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques qui sont en recrudescence. Autant de risques majeurs face auxquels les élus se retrouvent en première ligne, autant de responsabilités qui pèsent sur leurs épaules. Alors comment les accompagner? Comment améliorer le système actuel pour leur permettre d'assurer la sécurité publique? Eh bien, pour apporter des éléments de réponse à ces questions, l'AMF a créé durant l'été 2022 un groupe de travail composé d'élus volontaires sous la coprésidence de Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-la-Napoule, et d'Éric Ménassi, maire de Trèbes. Des travaux qui ont abouti à une feuille de route nationale validée par l'AMF le 30 mars 2023 et à sa déclinaison expérimentale dans une dizaine d'associations départementales. L'heure est donc aujourd'hui de faire un bilan de ces travaux que nous ferons en 2 temps. Pendant 30 minutes, la parole sera donnée d'abord aux initiatives locales. Nous partagerons avec vous des actions et des bonnes pratiques entre élus et acteurs locaux en matière de prévention des risques et gestion de crise. Et puis dans l'heure qui suivra, eh bien, nous échangerons autour de 5 propositions visant à doter la France d'une stratégie nationale de risques majeurs, de gestion des risques majeurs et d'un plan d'action au plus près de l'échelle communale. Nous réserverons enfin 15 minutes de notre temps en fin de forum pour vos réactions et vos questions dans le public avant de clore ce forum aux alentours d'11h30. Mais pour introduire ce forum, je me tourne vers nos 2 coprésidents. Je vais donner la parole aux 2 maires de communes qui sont très exposés aux risques et très éprouvés par les crises. Ils sont les 2 coprésidents du groupe de travail Prévention des risques majeurs et gestion des crises. Éric Ménassi, maire de Trèbes, que vous pouvez applaudir. Et Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-la-Napoule. Messieurs, vous allez nous raconter en quelques mots la genèse et les objectifs des travaux menés avec des élus volontaires, je le rappelle, et dont nous allons faire le bilan ce matin. On commence avec vous, Éric Ménassi. Bonjour à tous. Donc Éric Ménassi, je suis le maire de Trèbes, une ville de 6000 habitants située à côté de Carcassonne, dans le département de l'Aude, en Occitanie. Trèbes a connu en 2018 deux épreuves majeures. La première, au mois de mars, un terrible attentat qui a coûté la vie à 4 personnes, notamment le colonel Arnaud Beltrame. Et 8 mois après, de terribles inondations qui ont coûté la vie à 15 personnes sur le territoire de l'agglomération, dont 6 personnes ont perdu la vie à Trèbes. Donc vous l'avez dit, à l'été 2022, David Lisnard a souhaité porter une initiative au niveau de l'AMF pour s'emparer de ce sujet, la gestion du risque au niveau communal. Et il a décidé, au travers de cette coprésidence, de pouvoir animer et tenter à la fois d'apporter notre expérience avec Sébastien, qui va décrire ce qu'il a vécu, mais aussi de pouvoir écouter nos collègues sur le territoire métropolitain et ultramarin pour voir comment eux percevaient ce risque potentiel climatique, ce risque sécuritaire, et comment les maires sur le terrain, avec leurs équipes municipales, pouvaient prévenir et se prémunir de tout ça. Sébastien Leroy. Bonjour à tous, merci pour votre présence et permettez-moi également de saluer nos parlementaires et les grands directeurs des administrations qui ont pris le risque de venir dans des assemblées d'élus avec des portes qui pourraient se refermer à tout moment. Et je tenais déjà effectivement à vous dire que ce groupe de travail, dans la continuité de ce que disait Éric, il s'est fait sur la volonté de définir quelque part ce qu'était le risque pour un maire, comment le gérer. Et partant d'une expérience qui était la nôtre, c'est-à-dire que des villes qui ont été confrontées à des catastrophes naturelles, dévastatrices, meurtrières,
avec bien sûr des attentats, ce qui a été le cas pour Trèbes. Heureusement, à Mandelieu, ça a été désamorcé juste à temps. Mandelieu, c'est une ville qui a été traversée par 3 inondations majeures, dont une en 2015 qui a fait 8 morts, 2 en 2019 à une semaine d'intervalle, de grands incendies. Et c'est vrai qu'à travers toutes ces expériences, eh bien, on a vu un vécu et on a senti qu'il y avait quand même un problème. C'est que le risque pour un élu était multiforme, il était multifacette et à travers toute la France, il pouvait être extrêmement différent et perçu de manière extrêmement variée. Donc la méthodologie a consisté dans ce groupe de travail à se déplacer dans tous les départements de France. Et je remercie d'ailleurs Stéphanie Bidot qui nous martyrise au quotidien avec les services de l'AMF pour ce travail. Et ça nous a permis bien d'aller dans beaucoup de départements, de rencontrer beaucoup de collectivités, d'échanger avec eux et de voir aussi beaucoup de pratiques. Et le constat, il est très clair, c'est qu'il n'y a en France en réalité aucune stratégie nationale de prévention et de gestion des risques, qu'ils soient naturels, industriels. Il y a des méthodes, il y a des savoir-faire, il y a des initiatives locales extrêmement percutantes, il y a des bonnes pratiques. Certains sont très en avance, certains sont très en retard, certains ont connu la crise donc ont appris, certains ne l'ont pas encore connue et doivent s'y préparer. Et ce groupe de travail a eu la volonté un petit peu d'apprendre, de concerter, de sensibiliser et d'arriver un petit peu avec ça à faire des propositions pour qu'on fasse évoluer tout le système et que surtout il y ait un maître mot, je pense, soit qu'il devienne opérationnel, ce qui nous fera grand bien. Merci messieurs, merci Sébastien Leroy. Avant d'en venir justement à ces propositions pour changer de paradigme en quelque sorte, on va faire le point sur 3 illustrations d'actions concrètes entre élus et acteurs locaux en matière de prévention des risques majeurs et de gestion des crises. Et on va commencer par vous, Dominique Peduzzi. Prenez le micro. Alors vous êtes le maire de Fresnes en Moselle depuis 1995 et notamment président de l'association des maires des Vosges. J'aimerais qu'on revienne sur la réunion qui s'est tenue justement dans les Vosges. C'était en janvier 2024 en présence d'Éric Ménassi. Y participaient également, je crois, des membres de la commission sur l'adaptation au changement climatique qui a été créée en 2020 par l'association des maires des Vosges. Quelle prise de conscience ça a suscité chez les élus vosgiens? Grande prise de conscience. Alors je suis maire de Fresnes-sur-Moselle dans les Vosges. Ça permettra à nos collègues de retrouver où est la commune puisque vous l'avez pas tout à fait annoncé correctement. Ceci étant, c'est un sujet qui est préoccupant. De toute façon, dans le Code des communes, donc c'est pas de la semaine dernière, le maire et l'équipe municipale, au niveau de la sécurité publique, de l'ordre public et de la protection des personnes, est quand même une cheville ouvrière. Eric est venu nous rencontrer, alors un jour un peu particulier, c'était une manifestation agricole, les routes étaient bloquées de partout, donc sont venus à la réunion ceux qui pouvaient venir, et pour autant on a eu des travaux importants. Eric nous a ouvert les yeux sur à la fois la gestion de crise, l'anticipation de la gestion de crise, mais aussi les conséquences qui suivent une crise, qu'elle soit d'ordre public ou qu'elle soit sur l'adaptation au changement naturel, enfin bon, à l'évolution du climat et des conséquences que ça peut avoir. Et c'est quelque chose d'important d'avoir cette vue globale de toute l'interaction des premières organisations jusqu'à comment ça s'appelle, jusqu'à l'aboutissement de la fin, ce qu'on appelle le retour au bon ordre. Mais Eric vient de le dire, quand il y a des morts, quand il y a des immeubles détruits, etc., jamais on ne revient à comme avant. Ça n'existe pas. Et puis nos concitoyens, qu'ils soient en famille ou en association ou en économie, ils viennent demander des comptes aux collectivités et aux élus. Et donc ça, il faut qu'on en ait conscience. Alors nous, l'organisation dans les Vosges, en plus du travail qui est fait avec l'association des maires des Vosges, 2012, donc c'est pas hier, mise en place d'une réserve départementale de sécurité civile qui vient renforcer les communes après l'intervention des forces de l'ordre, après l'intervention des secours, la mise en place d'une commission en 2020 sur l'adaptation au changement climatique. Et puis en 2019, on a contribué à ce que dans le SDACR, qui est signé par le préfet, le schéma d'analyse des risques et de la couverture des risques, pardon, dans ce SDACR, tout était écrit pour qu'on puisse travailler sur les risques majeurs naturels avant qu'ils n'arrivent. Alors moi, je pensais qu'on aurait 20 ans, et puis ils sont arrivés quelques années après, 2022, le département des Vosges a été très marqué, comme partout ailleurs, et je dois remercier aussi, il faut aller voir
ailleurs. Et moi, en 2018, j'étais descendu dans l'Hérault et dans les Bouches-du-Rhône. Les portes avaient été grandes ouvertes. On nous avait donné des tas de choses pour pouvoir travailler. Il faut qu'on s'interconnecte et c'est pour ça que le travail de l'Association des maires de France est important. Pouvoir donner du lien entre chacun, parce que même si les doctrines nationales doivent encore être travaillées, le risque il reste local. Et il faut que les acteurs s'en emparent localement. Dominique Ponuzzi, au fond, ce que vous retenez de cette réunion qui a eu lieu avec Éric Ménassi à Fraisse en Moselle, c'est d'avoir une vision plus locale et pas uniquement sur le risque, une vision plus globale et pas uniquement centrée sur le risque naturel, c'est ça? Oui. Alors un petit détail, la source de la Moselle part des Vosges. Mais on va y arriver. Alors oui, effectivement, l'idée du travail, c'était de pouvoir donner les impulsions nécessaires à la prise de conscience de chacun. Le secours, il est particulier parce que c'est chacun qui doit se mobiliser individuellement, mais dans l'inscription dans une chaîne collective. Jamais on ne peut faire tout seul quand on est devant une crise, quelle qu'elle soit. Et la force du nombre se dilue avec la force de la crise. On a bien vu l'événement marquant de 99, par exemple. Alors, une chance extraordinaire, hein. Le jour de Noël ou le lendemain de Noël, tout le monde est au lit, les industries sont fermées, les écoles, les services publics, bref, c'est le meilleur moment presque pour qu'il y ait une crise. Mais en temps normal, quand tout le monde est un peu partout et qu'il y arrive une crise sur un territoire tellement vaste que toutes les organisations qui sont mises en place sont débordées, normal. Et donc, comment on se met en place et comment on s'organise et comment chacun a conscience que aide-toi, si elle t'aidera. Il faut d'abord être prêt localement pour pouvoir faire face aux crises. Tout ne peut pas venir du supra, de quelque chose d'extraordinaire. Dominique Peduzzi, on aimerait vous entendre aussi dans le cadre de ce forum sur une thématique qui fait l'objet d'une des propositions du groupe de travail de l'AMF. Ce sont les rapports élus-préfets. Vous avez récemment remis un état des lieux à la préfète au sujet de la défense extérieure contre l'incendie. Quel retour d'expérience vous faites des rapports élus-préfets dans les Vosges ? Alors, merci. Ce rapport, alors déjà, il y a un rapport au temps, au-delà des rapports de personnes. L'adaptation au changement climatique, c'est du 15 ans, c'est du 20 ans, c'est du 50 ans. On est dans un marathon, pas dans un sprint. Et pour autant, il faut qu'on marque rapidement un certain nombre d'éléments. Donc, ce qu'on a fait, l'Association des maires des Vosges a interrogé les communes du département pour savoir où elles en étaient dans l'organisation à la fois de la défense extérieure contre l'incendie, de la circulation des moyens de lutte contre les feux de forêt et de leur préoccupation générale sur l'organisation de la lutte contre les risques et la mise en place d'un certain nombre de choses. Cet inventaire, il a permis de voir que les problèmes n'étaient pas que financiers. C'est beaucoup de problèmes d'ingénierie, de savoir, de connaissance, d'inventaire, de poser les éléments pour pouvoir les analyser et après faire des plans de bataille. Ça va aussi sur le plan communal de sauvegarde, etc. Donc on avait une vue globale et on a déposé donc ce travail dans les mains de Madame la préfète pour pouvoir se dire dans les 5 ans qui viennent comment on s'organise. Parce que ça va au-delà des mandats, ça va au-delà des personnes. Et donc il faut, sur un plan assez long, dérouler des choses étape par étape. Et surtout, dans un moment où financièrement on est tous tendus, il faut qu'on arrive dans nos actions locales d'entretien de voirie, de mise en place de travaux, etc., d'intégrer les éléments de sécurité qui manquent pour pouvoir les faire à ce moment-là et avoir des dépenses qui sont très minimes par rapport à des engagements de travaux ou d'une mise en place de moyens spécifiquement pour répondre à cette question-là. Ce sont les enjeux qu'il faut. Il faut se donner à la fois de la profondeur. On est en urgence, mais il faut qu'on agisse dans le calme, dans le bon ordre, et puis aussi pour les générations qui viennent. Merci Dominique Peduzzi. On peut vous applaudir pour cette première prise de parole. Première illustration très concrète. Passez le micro à votre voisine, justement. Aurélie Texera, vous êtes maire de l'Istrac Médoc. Avec vous, on va voir une autre illustration d'une autre initiative qui fonctionne localement. C'est la relation maire-sapeur-pompier. Une réunion s'est tenue en Gironde, justement, avec Éric Ménassi et Sébastien Leroy. Vous, est-ce que vous vous sentez suffisamment armé par rapport à ces sujets de prévention des risques et de gestion de crise ?
Alors bonjour, bonjour à tous. Je pense qu'on n'est jamais assez armé pour se défendre. Par contre, je suis certaine qu'il faut qu'on s'entraîne et qu'on se prépare. Tu le disais tout à l'heure, je rejoins complètement le propos qui s'est tenu tout à l'heure en disant qu'il faut absolument qu'on se prépare parce que même si on n'a pas vécu une situation de crise directement, on voit ce qui se passe autour de nous et il est indispensable de se préparer. Alors, on a tous un plan communal de sauvegarde ou en tout cas, on peut toujours aller piocher chez le voisin pour voir un petit peu comment il a rédigé son plan communal de sauvegarde. Néanmoins, quand on le regarde et qu'on nous parle de DOS, de COS, de saisir la DFCI, et alors moi qui suis nouvelle élue, je vous avoue que au tout début, les acronymes. Oui, c'était extrêmement compliqué. J'ai été complètement perdue en fait. Quand j'ai pris le document, je me suis dit mais comment on peut arriver à coordonner des choses quand on ne comprend pas ce qui est écrit dedans. C'est exactement ça. Donc cette formation avec l'AMG et avec le SDIS a été extrêmement utile pour moi, non seulement pour un petit peu comprendre où je me situais en tant que maire, et donc directeur des opérations de secours, c'est pas rien, et surtout comprendre comment on fait et avec qui on travaille et qui doit faire quoi. Et le qui doit faire quoi, il est extrêmement important pour plusieurs raisons. D'abord, pour bien coordonner, il faut savoir à qui s'adresser. Nous, on est là pour faire de la sauvegarde. On n'est pas là pour faire du secours. Le plan communal de sauvegarde, il porte bien son nom. On n'est pas là pour intervenir et se mettre en danger ou mettre des administrés en danger, etc. On est là pour sauvegarder. Et ça, c'est extrêmement important de le dire parce qu'on a tendance à vouloir être toujours sur le terrain parce qu'en tant que maire, on est sur le terrain. Donc ça c'est quelque chose qui nous a été inculqué aussi pendant la formation et j'ai trouvé que c'était intéressant de le livrer aujourd'hui. Et puis, je dirais que lors de cette formation, ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on a eu sur la journée une partie un petit peu théorie le matin où on nous a expliqué ce que je viens de vous dire, donc qu'il fallait pas tout mélanger, sauvegarde, etc. Et puis l'après-midi, on nous a mis en situation pratique. Et là, on se dit que quand même, alors on n'est pas confronté à ce genre de crise, mais c'est un peu le tsunami. C'est-à-dire qu'on a, vraiment quand on est dans la situation et qu'on nous met en situation, c'est là où on se rend compte que on est obligé d'être organisé, on est obligé de savoir quelle est notre responsabilité, quel est notre rôle. Et on est obligé de savoir déléguer et de le faire correctement. Il ne faut pas partir dans tous les sens. C'est quelque chose d'extrêmement organisé. Donc voilà, moi j'ai été ravie de suivre cette formation. Je n'ai pas encore été, Dieu merci, confrontée à une crise extrême. Mais j'ai des collègues et voisins du territoire qui ont été malheureusement confrontés à des feux de forêt. Et on a essayé d'aider comme on a pu. Mais c'est quelque chose de... Je pense que tant qu'on ne le vit pas en réel, on ne s'imagine pas comme c'est compliqué de tenir sa place et d'arriver à donner les bonnes informations aux bonnes personnes et de pouvoir avancer comme ça. Donc cette session organisée par le SDIS 33 pour sensibiliser les élus locaux à la gestion de crise et à laquelle vous avez participé, vous en retenez quoi d'essentiel pour finir, pour conclure ? Beaucoup de choses. On retient beaucoup de choses parce que quand on est face, la pratique a été vraiment quelque chose qui nous a enseigné. Oui, ça a été extrêmement important, qui nous a enseigné beaucoup de choses. Et c'est vraiment de se dire que on est le directeur des opérations de secours, mais pour autant, on est le lien entre beaucoup d'interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on travaille évidemment avec le SDIS, avec le poste de commandement quand il y en a un, on est là pour ça. On est là aussi pour coordonner nos techniciens de DFCI pour ce qui concerne les feux de forêt et donc plus
plus ce qui me concerne dans mon milieu médocain. Et on est là aussi pour donner les consignes. Et j'avoue qu'on se sent rapidement perdu et on est porté et accompagné. Enfin, le SDIS est vraiment là pour nous accompagner au plus proche. Et voilà, donc on a appris plein de choses sur cette formation. On a appris quand solliciter le sous-préfet, on a appris quand solliciter les aides extérieures. Enfin voilà, j'invite et j'encourage vraiment tous mes collègues maires à suivre cette journée de formation parce qu'on arrive vite à retrouver la réalité des choses et à se dire, ouais, avant d'y aller, on pourrait se dire, ouais, mais on est prêt, on a un plan communal de sauvegarde. On ouvre à la page 20 et puis on déroule. Pas du tout. Pas du tout. Donc j'invite vraiment mes camarades à suivre cette formation. Vraiment. Merci Aurélie Texera pour cette prise de parole. Et on va terminer cette séquence autour des initiatives locales avec vous, Sébastien Leroy, en mettant en lumière le département comme acteur clé dans la prévention des risques et la gestion de crise. De quelle façon le département des Alpes-Maritimes s'implique pour aider les élus locaux à faire face à leurs obligations sur ces sujets ? Alors, c'est vrai, et comme ça vient très bien d'être dit par Dominique et Aurélie, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous l'exposais en introduction, il n'y a pas de pratique généralisée. C'est-à-dire que chaque département a des méthodes, et certains, comme la Gironde, comme les Vosges, sont proactifs. Les Alpes-Maritimes également, puisqu'on a été confronté depuis très longtemps à ce type de crise. C'est un département qui est très particulier en termes de topographie, de géographie, et donc il s'est équipé de deux outils qui sont majeurs. Un qui est le SMIAGE, et d'ailleurs je salue Dominique Konopnicki qui est son vice-président, qui est l'entité qui permet l'aménagement, la conception et la réalisation d'ouvrages de protection, notamment hydrauliques. Et l'autre entité, c'est Force 06, qui est véritablement une compagnie d'intervention très bien équipée, très bien entraînée, qui vient toujours en assistance logistique dans des situations où quand les villes sont dévastées, que vous êtes totalement submergé, vous avez toujours besoin à la fois de matériel et de gens qui connaissent le terrain et qui sont capables d'agir sans attendre. Et ces deux outils-là viennent en renfort aussi de pratique du SDIS qui permet de faire des entraînements. Parce que ce que oublient souvent les élus, et ça a été aussi dit, mais je tiens à insister sur le sujet, c'est que le maire est la clé de voûte des opérations à la fois de secours, mais d'anticipation et de gestion de la crise. Et très souvent, ce facteur est oublié de par la complexité du système et par l'illusion qu'il donne que l'État est omniprésent. Au moment de la crise, l'État ne sera pas omniprésent. Le préfet donnera des consignes générales, mais c'est au maire et au maire seul, et même pas au président de l'intercommunalité, que va revenir le devoir et l'obligation d'anticiper et de décréter s'il faut ou pas évacuer, de décréter quelles sont les mesures à mettre en œuvre. Personne ne le fera à sa place. Et ça, c'est très dangereux de l'oublier, d'où les entraînements, et c'est ce que fait la Gironde avec le SDIS, mais c'est une pratique qui n'est pas du tout généralisée, et c'est ce qu'il faut qu'on arrive aussi à mettre en place. Et j'insiste là-dessus parce que le maire clé de voûte, c'est un rôle qui est particulièrement méconnu. Et ça sera également le cas dans la préparation des populations, l'entraînement des équipes, mais l'acculturation du risque. N'oubliez pas que l'État se décharge totalement de la gestion du risque sur les élus locaux. Demain, si les populations ne savent pas comment réagir, ça sera la responsabilité du maire et de son conseil municipal. Et même de même que la préparation des territoires à anticiper les futurs risques est de la responsabilité uniquement du maire. Même si vous avez un plan communal de sauvegarde intercommunal, il ne remplace en rien le plan communal, qui reste toujours le seul et même élément. Et c'est pour ça que ce qui est en place dans les Alpes-Maritimes, avec le SMIAGE, qui permet, en plus de ce qu'on arrive à faire nous en tant que ville ou interco, de rentrer dans cette phase, encore une fois, opérationnelle de réalisation, ce que fait Force 06 en soutien logistique, ne sont que des soutiens, mais ne remplaceront jamais, et là je vous le dis à tous mes chers collègues, ne croyez pas que l'État ou la préfecture seront quelque part ceux qui prendront le risque à votre place. Ce n'est pas vrai. Et tant moralement, politiquement que judiciairement, vous serez toujours en première ligne. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, même l'évolution, vous voyez que les contraintes qu'on vous donne, les normes et les prélèvements financiers, votre responsabilité à côté, elle ne fait que s'accroître alors que vos moyens et votre autonomie ne fait que diminuer.
parce qu'il est plus facile d'avoir un seul responsable, et vous savez que nous sommes toujours des responsables parfaits. Sébastien Leroy, vous parlez du risque naturel, il y a aussi le risque cyber, et là le département aussi s'est doté d'un outil avec le CIADEM. Oui, exactement. Alors c'est vrai que c'est un risque dont on ne parle pas assez, parce que quand on parle de risque, notamment avec l'actualité récente, on est toujours sur le risque naturel. Il est bien sûr industriel, il est humain, terroriste, sécuritaire, mais il est maintenant cyber, et là-dessus on voit une explosion très importante des attaques, et aujourd'hui il est essentiel, et ça c'est très difficile parce que il n'y a pas de... Les catégories des communes sont extrêmement variables. Mais tant la petite commune que la grande commune est exposée, les petites communes sont peut-être encore plus exposées. Parce que maintenant, c'est devenu une industrie. Et aujourd'hui, le département des Alpes-Maritimes, effectivement, sur ce qui est de l'intelligence artificielle et de la protection des données, essaie d'accompagner, de sensibiliser, de former, essaie de développer aussi des crédits pour financer, parce que c'est très onéreux. Et là aussi, je vous le dis, c'est qu'il suffit parfois d'un seul mail pour que l'intégralité de vos données disparaissent. Et se protéger du risque cyber, c'est très onéreux en termes de logistique, de moyens et de temps de formation. Et malheureusement, eh bien, les dégâts sont considérables et c'est un risque qui est encore aussi trop peu perçu. Donc là aussi, les pratiques sont très variables. Certaines villes sont très en avance, d'autres sont vraiment à la préhistoire. Moi, ma ville était très en retard, on essaie de rattraper le retard. Et c'est quelque chose aujourd'hui où je vous incite également à vous rapprocher aussi de la gendarmerie nationale, de la police nationale qui déploie des missions sur ce sujet pour sensibiliser vos équipes et mettre en place toutes les procédures nécessaires parce que là encore, vous serez bien évidemment, vous l'avez compris, les seuls et uniques responsables. Oui, Éric Ménassi. Oui, juste un mot pour rebondir sur les propos de Sébastien. Le maire n'est pas seul, il est au centre de tout et il est responsable de tout. Et en fait, c'est ce qui a animé un petit peu la volonté de David Lisnard en nous confiant cette mission. C'est à la fois de faire profiter à nos collègues de notre expérience, mais aussi de les sensibiliser sur cette notion qui est fondamentale. Madame l'a dit à juste titre. Aujourd'hui, la responsabilité et le champ des responsabilités est colossal. Donc il faut absolument que les maires comprennent et analysent cette responsabilité pour qu'ils puissent être les acteurs du quotidien et les acteurs de leur territoire. C'est fondamental et Sébastien a balayé très largement le risque. Le risque aujourd'hui est partout et les maires sont au centre de tout. Messieurs, pour refermer cette séquence sur les initiatives locales, on a des représentants autour de la table des Vosges et de Gironde. Quelques mots peut-être sur les réunions qui ont eu lieu en Ardèche, mais aussi dans le Calvados, dans l'Eure-et-Loire et dans la Marne, qu'on n'oublie pas. Alors effectivement, donc ce sont des réunions qui ont été extrêmement intéressantes et proactives parce que là encore, les territoires étant extrêmement divers, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Vous voyez, par exemple, je pense à l'Ardèche et notamment à Olivier Pervéry que je salue parce que lui a connu le séisme. Et le séisme aujourd'hui en France est une expérience qui est quelque part présente partout, mais de manière tacite. Or, quand vous y êtes confronté directement, je peux vous dire que la gestion d'un séisme, c'est très différent de tout ce qu'on peut imaginer. Et ça rejoint ce que expliquait Aurélie, c'est qu'on n'est jamais véritablement préparé. Et donc toutes ces réunions que nous avons menées dans tous ces départements, la Gironde très en avance, très aussi proactive sur le risque incendie au niveau départemental, tous ces territoires qui ont été confrontés à des crises qui quelque part ils n'imaginaient pas encore possibles. Et moi ce que je peux aussi vous dire, c'est que ce qui est très important, et c'est ce qu'a voulu mettre en place David Lisnard, c'est que nous n'avons encore rien vu de ce qui va arriver. Au niveau naturel, toutes les villes qui ont été frappées vont l'être de manière beaucoup plus puissante. Tous ceux qui ne l'ont pas été le seront. Même si vous n'imaginez pas que votre ville puisse être inondable, vous pourrez avoir une cellule qui devient orageuse stationnaire et vous aurez un ruissellement en centre-ville avec 1 mètre d'eau, là où il n'y a jamais eu d'eau. Vous aurez des incendies dans des territoires qui n'ont jamais été considérés comme potentiellement inflammables. Le séisme, les attaques cyberterroristes, etc., bien sûr le terrorisme est omniprésent, nous l'avons tous vu. Et c'est à travers toutes ces réunions, tous ces apprentissages, toutes ces sensibilités quelque part qui viennent exprimer des vécus que nous avons tiré aussi des leçons, mais qui restent des principes généraux, parce que toutes les villes, comme je vous le disais, sont très différentes. Les organisations doivent être libres, c'est-à-dire que l'intercommunalité sera très pertinente sur certains territoires, contre-productive dans d'autres. Il y aura des SDIS qui doivent aussi s'harmoniser, là ça sera la mission régalienne de l'État, très importante, de donner des consignes générales pour que le maire ait une boîte à outils qui lui permette à la fois d'être conscient du risque, mais aussi le mieux préparé possible à quelque part l'imprévisible.
Merci Sébastien Leroy. Merci pour vos témoignages, vos contributions. Je parle à mes élus. On s'aperçoit à travers vos propos qu'il n'y a pas un modèle unique en matière de prévention des risques et de gestion de crise, mais des collaborations, on l'a vu, des partenariats qui se créent en fonction des forces en présence localement, préfectures, SDIS ou départements. Alors, fort de ces initiatives positives localement, on va voir maintenant comment améliorer un petit peu le système actuel et accompagner les maires pour leur permettre d'assurer la sécurité publique. Jusqu'à 11h15, nous allons faire réagir nos prochains invités, qu'ils soient parlementaires ou directeurs généraux des ministères de la Transition écologique et de l'Intérieur, sur une série de propositions, 5 propositions exactement, qui sont autant de pistes d'amélioration avant, pendant et après l'exposition à risque majeur. Et à l'issue de cet échange, bien sûr, je vous donnerai la parole, cher public, dans la salle pendant une quinzaine de minutes pour enrichir la discussion à l'aide de vos témoignages et de vos questions. Pour participer à notre deuxième partie du forum, aux côtés de Sébastien Leroy et Éric Ménassi, je vous présente nos 4 invités suivants, avec pour commencer 2 parlementaires mobilisés sur les sujets. Pascal Gaud. Tout d'abord, vous êtes député de Gironde. Vous avez notamment rédigé en 2016 un rapport sur l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique, rapport destiné à l'Assemblée nationale. Prenez le micro, Madame Gaud, si vous avez une petite précision à faire. J'ai dit une proposition de loi. Proposition de loi, très bien. Et dans votre mandat de conseillère départementale en Gironde, vous vous êtes très impliquée dans la prévention des risques et l'accompagnement des élus locaux. À vos côtés, Christine Lavarde, vous êtes sénatrice des Hauts-de-Seine et vous avez récemment porté une proposition de loi, là encore, sur l'avenir du régime d'indemnisation et des catastrophes naturelles. C'est un texte qui a été adopté à l'unanimité, il faut le souligner, en première lecture au Sénat et qui devrait prochainement être mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et qui est soumis au gouvernement. Cédric Bourrier, vous êtes directeur général de la prévention des risques au ministère de la Transition écologique et à vos côtés, nous saluons Julien Marion, directeur général de la gestion de crise et de la sécurité civile au ministère de l'Intérieur. On va donc dérouler nos 5 propositions. Commençons par la première et elle concerne la création d'un secrétariat d'État ou ministère aux risques majeurs ainsi que l'adoption d'une stratégie nationale de gestion des risques majeurs. Sébastien Leroy, prenez le micro. Je vous laisse le soin de nous présenter cette première proposition. Alors cette proposition, elle résulte quelque part de ce qu'on a appris sur le terrain, du constat qui en est fait, c'est que, comme je vous le disais, il n'existe pas en France aujourd'hui de stratégie nationale de la gestion des risques. Il en résulte 2 éléments qui sont lourds de conséquences. Le premier, c'est qu'il y a une complexité énorme de la réglementation et des lois qui deviennent contradictoires et qui placent bien souvent le maire dans une situation, 1, de paralysie, et 2, d'inefficacité. Et ça, c'est quelque chose qui s'accentue avec, on le voit actuellement, des prélèvements financiers qui deviennent confiscatoires et donc qui, quelque part, en plus de vous empêcher d'agir, font que même si vous aviez des autorisations de travaux, bientôt vous ne pourriez plus les financer. Et le deuxième effet qui est particulièrement dévastateur, c'est que cette absence de stratégie nationale et d'harmonisation de la réglementation donne une illusion d'impuissance à travers toute la chaîne. Et cette chaîne de commandement, elle part du plus haut niveau de l'État jusqu'à l'élu local qui reste encore une fois l'aménageur, le protecteur et quelque part le serviteur de son territoire. Cette situation ne pourra pas être réglée avec ce que je qualifierais, vous m'en excuserez, de bricolage ponctuel ou d'évolution à court terme. Il faut une stratégie profonde, il faut une refondation de la totalité du système. Et pour harmoniser des politiques qui sont parfois totalement opposées entre différents ministères, je vous en citerai 2, le ministère de la Transition écologique et le ministère du Logement, qui vous demandent exactement l'inverse, avec des lois comme la loi ZAN qui s'oppose frontalement à la loi SRU qui ne tient aucun compte de l'exposition au risque naturel, la loi ZAN qui en arrive à paralyser même des villes qui sont soumises à l'effondrement du trait de côte mais qui ne peuvent pas même se redéployer, les DOM-TOM, et on discutait hier avec la maire de la Réunion qui effectivement elle aussi se retrouve bloquée par la loi ZAN alors que sa ville est en train de sombrer dans l'océan Indien. Tout ça ne peut pas durer. Donc le seul moyen d'y arriver, c'est de constituer une entité coordinatrice au plus haut sommet de l'État, qui pourrait être le ministère de la gestion des risques et de la prévention des risques majeurs, ou à minima d'un secrétaire d'État, mais je pense que le ministère s'imposerait, pour que directement avec le Premier ministre, il puisse y avoir une coordination stratégique qui s'impose à tous et qui nous sorte de cette situation, parce que malheureusement, la nature et les risques humains évoluent beaucoup plus vite que nous, et la situation, à l'heure où on se parle, devient plus grave chaque heure, et notre incapacité à agir ne fait qu'empirer
avec tous les errements auxquels on assiste actuellement. Et ça ne peut pas non plus continuer, parce qu'on parle quand même non seulement de risques, mais on parle surtout de vie humaine. Et aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, mais c'est un constat, la vie humaine ne prévaut en rien sur les complexités normatives, et ça, ce n'est pas acceptable. Merci Sébastien Leroy pour ses propos et ses éléments de cadrage. Alors je me tourne vers nos deux parlementaires. Christine Lavarde, prenez le micro. Quelle réaction, quel rebond faire sur cette première proposition ? Bonjour. Effectivement, abonder dans le sens du constat et juste sous forme d'anecdote. Donc effectivement, ma proposition de loi a été adoptée il y a un petit mois et elle a quand même donné lieu à 2 ou 3 réunions interministérielles. Et quand on m'a dit, mais on n'imaginait pas qu'il y avait autant de services qui travaillaient sur cette question, ça a nécessité de mobiliser un nombre de personnes dans l'administration conséquent, ce qui normalement n'est pas forcément le cas pour une PPL. Et parce qu'effectivement, si on fait la chaîne de l'amont jusqu'à l'aval, à partir du moment où une commune subit un aléa climatique, on va devoir mobiliser la commission qui va décider ou pas si elle relève du régime des catastrophes naturelles. Donc là, c'est ministère de l'Intérieur qui mobilise après d'autres services de l'État, notamment les services de Météo France et autres, pour disposer des éléments météorologiques pour justifier ou pas du caractère de la catastrophe naturelle. Ensuite, on va passer du côté de l'indemnisation. Donc là, c'est ministère de l'économie pour la partie assurance, réassurance, fonctionnement du régime des catastrophes naturelles. Puis ensuite, on va passer dans la partie réparation ou prévention. Et c'est là qu'intervient le ministère de l'écologie dans sa partie direction de la prévention des risques, avec notamment la mobilisation du fonds Barnier, mais aussi le ministère du logement, notamment si on pense au retrait-gonflement des argiles, qui nécessite de venir prendre des dispositions pour renforcer les fondations. Et donc là, une fois qu'on a mis tous ces acteurs ensemble, avec en plus parfois des logiques qui ne sont pas forcément convergentes, notamment quand on prend en compte les coûts financiers de ces dispositifs. Et donc là, c'est là où on voit que la coordination est très importante. Et on a déjà légiféré plusieurs fois sur ce sujet, dans des espaces-temps assez courts, puisqu'il y a eu finalement la PPL Baudu, qui a été promulguée à la fin de l'année 2021 et là qui traitait de la question de la reconnaissance du caractère de catastrophe naturelle. Et aujourd'hui, l'ensemble des textes d'application ne sont pas encore effectifs. Notamment, on devait instaurer cette commission nationale qui n'a toujours pas vu le jour parce que on n'arrive pas encore à trouver toutes les bonnes personnes à mettre dans cette commission nationale. Et puis là, avec cette nouvelle PPL, en fait, on s'intéresse plus à la question du financement et de la prévention pour essayer de diminuer les coûts de sinistralité pour le futur. Pascal Gaud, quelle lecture faites-vous de cette première proposition ? Alors, d'abord, je suis à la fois satisfaite et agacée. Satisfaite qu'on ait ces temps d'échange au Salon des maires, parce que comme vous l'avez dit, les élus sont au centre de l'action. Agacée parce que c'est vrai qu'on n'a aucune stratégie nationale en France, contrairement à d'autres pays, même européens, et qu'on se casse le nez sur tout un tas d'embrigolos administratifs, et on en reparlera des problèmes financiers. Mais on ne peut pas dire que le législateur ne soit pas au rendez-vous. Alors, on parlait de la proposition de loi de ma collègue. Moi, j'ai fait en 2016, une proposition de loi sur l'adaptation des littoraux au changement climatique. On est en Gironde, on a l'érosion dunaire, avec toute une série de propositions. Aujourd'hui, je les retrouve, du coup, étant revenu parlementaire, je regarde où sont les petits. Alors les petits, ils sont dans la loi Elan, ils sont dans tout un tas ils sont complètement saucissonnés, mais on n'a plus la même logique d'intervention, de lecture. Donc il faut absolument que l'on se pose nationalement. On ne peut plus, moi je l'ai dit l'autre jour à une question au gouvernement, au Premier ministre, on ne peut plus être que dans les hommages, dans les minutes de silence, comme si tout d'un coup on comprenait le problème et hop, l'oubli, la mémoire fait que, et malgré tout, on travaille, nous, sur le plan local. On a évoqué les départements, peut-être que je pourrais évoquer ce qu'on fait au niveau du département de la Gironde, où on a été amené
sans gêner la chaîne de solidarité avec les responsabilités des uns et des autres, à faire un plan départemental de sauvegarde en expérimentation, parce qu'on voit bien que c'est quand même nous, au bout du bout, qui sommes responsables. Et avec la double casquette de député, moi je suis toujours en attente d'une coordination, d'une stratégie, mais effectivement avec un ministère ou un secrétariat d'État. On sait en faire quelques-uns dont on ne sait même pas qui s'en occupe, mais là, on a vraiment besoin d'avoir une lecture nationale de la gestion des risques. Et là, pour l'instant, il y a un bug sur ce qui n'existe pas. Merci Pascal Gaud. Alors je me tourne vers nos deux directeurs généraux, Julien Marion et Cédric Bourrier. Que vous inspire cette première proposition, création d'un secrétariat d'État ou au ministère aux risques majeurs, et sur cette stratégie nationale de gestion des risques majeurs? Et puis, que vous inspirent les propos de nos parlementaires également? Bonjour, merci beaucoup, bonjour à tous. D'abord, merci à la fois de l'invitation, mais aussi de l'initiative. Vous, vous doutez bien que pour les deux directeurs généraux que nous sommes, c'est vraiment très précieux d'avoir ce moment d'échange, ce moment d'écoute et ce moment de proposition. Pour cette proposition numéro 1, il y a donc effectivement quelque chose qui relève de l'architecture gouvernementale et puis quelque chose qui relève d'une stratégie nationale sur les risques. Sur le premier point, l'architecture gouvernementale, je suis un peu tenu au devoir de réserve quand même, vous vous en doutez. Je ferai juste un constat qui, à mon avis, ne répond pas pleinement à la demande. Mais je ferai un constat, c'est que ça prend 2 lignes pour mettre mon nom et le nom de mon ministère sur les écrans qu'on a là. Parce que notre ministère est devenu très long, mais la prévention des risques figure pour la première fois dans le nom d'un ministère, ce qui montre qu'une certaine attention, en tout cas que c'est une priorité très claire pour ce qui est du ministère de la Transition écologique. Sur la partie stratégie nationale, moi j'accueille à la fois favorablement l'idée et en même temps j'ouvre la perspective ou des questions sur le comment. Je vous explique pourquoi. On ne part pas de rien. Il y a une stratégie nationale de gestion du risque inondation depuis les années 2010. À la suite de la PPL sénatoriale, la proposition de loi sénatoriale sur les incendies, on élabore en ce moment, on met en consultation une stratégie nationale de défense de la forêt et des espaces non boisés contre l'incendie. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites sur le recul du trait de côte, même si ça ne rentre pas tout à fait dans la même catégorie. Donc on a déjà des choses qui ont été élaborées ou qui sont en cours d'élaboration. Elles se veulent plutôt sectorielles parce que le jeu des acteurs, le jeu des outils n'est pas toujours la même chose. Et elles peuvent bien sûr être révisées, revisitées, et moi je suis très ouvert à ça. Ce que j'entends, c'est qu'au-delà de dire on veut une certaine vision, un certain nombre de piliers, et vous les connaissez, les piliers en matière de prévention des risques, c'est 1, la connaissance, 2, la culture du risque, et puis ensuite maîtriser l'urbanisation, réduire la vulnérabilité des sites existants, tous les travaux qui sont menés et qui ont été rappelés, c'est se préparer à la gestion de crise, s'exercer, gérer la crise évidemment, et puis le retour d'expérience. Et donc, ces piliers-là, comment on les décline, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de frustration aussi sur la mise en œuvre, c'est-à-dire pas forcément savoir par où on veut prendre le truc et ce qu'on veut faire, mais pouvoir ensuite le faire. Ce qui effectivement est probablement pas très développé aujourd'hui dans les stratégies que j'évoquais sur la partie incendie, sur la partie inondation et autres. Moi, enfin, à titre personnel, évidemment, avec le regard prévention des risques, on est très ouvert à travailler à ça. On a notamment plusieurs instances de discussion où figurent à la fois parlementaires et élus locaux. Je pense par exemple au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. Donc c'est tout à fait un chantier que nous, on est disposés à travailler. Julien Marion, donc il y a une stratégie nationale qui commence à être élaborée et dont la démarche peut être amendée pour aller dans le sens de cette première proposition ? Bonjour à tous, je voudrais moi aussi vous dire tout le plaisir que j'ai à échanger avec vous ce matin et à entendre avec beaucoup d'intérêt les résultats des travaux qui ont été conduits, puis les propositions qui en découlent. Je ne peux pas dire autre chose que ce que vient de dire Cédric Bourrier s'agissant des considérations relatives à l'architecture gouvernementale. Là, je botte en touche et je crois que chacun le comprendra. Avec peut-être juste un commentaire, je pense qu'il faut, d'une manière générale, et je ne vise pas en particulier la proposition qui est faite là ce matin, il faut se garder de cette manie un peu française qu'on a parfois et qui consiste à penser que en créant une structure, on résout un problème. Moi, je pense que l'idée, c'est plutôt d'essayer de réduire les structures pour gagner en efficacité plutôt que de créer des structures nouvelles. Mais une fois qu'on a dit ça, et pour en revenir à la question de la stratégie globale, la stratégie nationale, ça a été dit par un intervenant tout à l'heure, quand on parle de crise, il y a l'avant, le pendant et l'après. Il se trouve que la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises est plutôt responsable du pendant. Voilà.
Sur la phase du pendant, c'est-à-dire la gestion de crise à proprement parler, la phase chaude de la gestion de crise, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait de confusion, de parasitage et d'absence de cohérence dans la répartition des responsabilités. J'ai même plutôt l'impression contraire. S'il y a une chose qui, je crois, fait consensus dans notre pays, c'est le fait que la gestion des crises, dans la durée, fait preuve d'une certaine efficacité, notamment en raison de l'unicité de la chaîne de commandement. Ça, c'est très important. C'est un acquis précieux, c'est une des caractéristiques fortes de notre modèle de gestion de crise. Tous les modèles ne sont pas organisés comme ça. Je vous invite à réfléchir à ce qui vient de se passer en Espagne il y a 15 jours et qui illustre malheureusement que d'autres modèles peuvent avoir des conséquences parfois très lourdes quand il n'y a pas cette unicité de la chaîne de commandement en matière de gestion de crise. Et l'unicité de la chaîne de commandement, elle implique l'État, au niveau central quand c'est nécessaire, au niveau local à travers le préfet. Elle implique les élus locaux, les maires, et c'est pas l'État contre les maires, hein, c'est l'État avec les élus locaux. Et on y reviendra, je pense, en réaction aux propositions suivantes. Il faut absolument préserver ce capital extraordinairement précieux parce que dans la durée, j'en parle un peu en connaissance de cause, c'est ce qui fait la force et l'efficacité de notre modèle. C'est ce qui fait par exemple que quand il y a eu dans l'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire, il y a un peu moins d'un mois, un épisode pluvieux extrêmement intense, hein, vous vous en souvenez certainement, avec des cumuls de précipitations supérieurs à ce qui s'est passé à Valence en Espagne. Hein. On a réussi, fort heureusement, à faire en sorte que le bilan humain soit quasiment inexistant. Voilà. Donc retenons bien ça. Pour la phase chaude de la gestion de crise, moi je pense qu'on a une architecture, une chaîne de commandement avec des responsabilités très clairement définies et que c'est ce qui fait la force de notre modèle et que je pense qu'on a intérêt à préserver. Merci Julien Marion. Évoquons la deuxième proposition maintenant. On l'a illustré précédemment avec vous, notamment M. Peduzzi. C'est le renforcement du couple maire-préfet. Je laisse le soin à Éric Ménassi de nous présenter cette deuxième proposition. Oui, d'abord, si vous le permettez, recontextualiser notre propos. En fait, au travers de nos travaux, nous faisons remonter ce que les maires que nous avons rencontrés ressentent. Vous savez, le ressenti d'un maire, c'est quelque chose de très important. Le ressenti, c'est ce qu'il perçoit au travers de sa relation pendant un moment particulier avec l'État. C'est quelque chose de fondamental. Vous l'avez dit à juste titre, monsieur le directeur général, la clarification de la responsabilité, elle est très claire. Elle est sur les maires. Donc c'est extrêmement clair. Lorsqu'il se passe quelque chose, c'est le maire qui est responsable. Donc notre propos avec Sébastien, c'est de pouvoir, dans une réalité et un constat partagé, Madame la sénatrice, vous l'avez dit, d'améliorer une situation. Et comment pouvons-nous, au travers de nos travaux et au travers de nos propositions, améliorer le quotidien de nos collègues maires. Donc la proposition, c'est le renforcement de la relation avec le préfet. Nous savons tous combien il est primordial, lorsqu'on est maire, d'avoir une relation, on va dire, fusionnelle avec son préfet, pour des tas de raisons. C'est le cas, évidemment, mais ça doit être encore plus important parce que nous nous rendons compte que dans les territoires que nous rencontrons, à la fois, la prise de conscience n'est pas forcément acquise pour l'ensemble de nos collègues. Ça a été dit à juste titre par Sébastien tout à l'heure. Aujourd'hui, certains territoires sont convaincus que, de par leur localisation, le risque doit être minimisé chez eux. Non, en fait, non. Le risque, il n'est pas minimisé. Il va être accentué sur certains territoires et développé sur d'autres. Donc, le rôle avec le préfet, il est essentiel. Comment parfaire cette relation? Écoutez, les associations départementales jouent un rôle essentiel. Essentiel, on se rend compte au travers de nos différents travaux que le maillage de l'AMF sur le territoire est fort. Un maillage qui permet à l'ensemble de nos départements de pouvoir toucher l'intégralité des maires. J'ai envie de rebondir, je le disais à mes collègues maires du département de l'Aude hier soir. Vous savez, on a toujours... en conclusion de nos propos, des citations. Alors moi, je vais reprendre la citation
du président de l'AMF qui, je pense, était extrêmement pertinente. Lorsqu'il a évoqué les maires, nous sommes de droite, nous sommes de gauche, nous sommes du centre, nous sommes de la montagne, nous sommes de la campagne, nous sommes de la mer, nous sommes les maires de France et nous sommes au service des territoires. Cette réalité, elle est importante parce que, au travers de ces travaux, il faut absolument que vous perceviez que nous ne sommes pas dans la dénonciation d'une réalité. Nous sommes dans la validation d'un constat qui doit être amélioré. Ce constat doit être amélioré parce que le monde change, parce que le climat change et que les injonctions paradoxales que citait tout à l'heure Sébastien, c'est une réalité sur le terrain. Nous ne pouvons plus être confrontés à ces injonctions qui nous paralysent au niveau de l'action. Et puis je terminerai par l'essentiel. Pour faire, il faut avoir les moyens. Et systématiquement, nos concitoyens se retournent non pas vers les parlementaires, non pas vers les présidents, ils se retournent vers les maires. Les maires sont les premiers responsables et ce sont les premiers interrogés. Donc il faut absolument... Je reste convaincu que les maires qui sont dans cette salle sont passionnés par leur territoire. Vous ne pouvez pas être maire si vous n'aimez pas vos concitoyens et votre territoire. C'est impossible. Par contre, nous avons besoin de progresser et nous ne progresserons pas sans le collectif et sans les préfets. Alors justement, merci Eric Ménassi. On a envie d'entendre sur ce sujet Julien Marion. Que pensez-vous, quelle lecture faites-vous de cette deuxième proposition sur le renforcement du couple fusionnel, pour reprendre les propos d'Eric Ménassi, maire-préfet? Il faut voir jusqu'où va la fusion, monsieur le maire. Non, mais évidemment, je ne peux que souscrire à 200% à ce qui vient d'être dit par Eric Ménassi. Le couple maire-préfet, c'est pas, en tout cas, ça ne doit pas être un slogan, c'est une réalité. La question, c'est de savoir comment on le fait vivre. Une fois encore, les responsabilités de chacun sont bien définies. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'ambiguïté, en réalité, sur le rôle de chacun dans le couple. Mais il faut que le couple vive. Et pour qu'un couple vive, il faut se connaître, il faut se voir, il faut s'apprivoiser aussi. Et je crois qu'on n'en fera jamais trop au niveau local. Alors, ça passe par une multitude de moyens, une multitude de canaux, des temps un peu institutionnels, mais qui ne suffisent pas. Il faut aller au-delà des rencontres institutionnelles qu'un préfet ou un sous-préfet à l'échelle de son arrondissement doit avoir avec les maires. Il faut que cette relation, elle vive aussi dans le quotidien, dans la pratique. Et il me vient un exemple qui est assez parlant. Vous savez qu'en matière de gestion de crise, beaucoup réside dans la préparation. La crise bien gérée, c'est la crise qui a été préparée. Et la préparation, c'est un travail de planification qui incombe en partie à l'État, en partie au maire, un travail de connaissance du risque, d'éducation au risque de la population, puis c'est aussi un travail d'exercice. Je pense qu'il faut, et en tout cas, je vais, moi, y veiller dans les instructions que je vais donner au préfet pour l'année 2025, il faut que, de manière systématique, la politique d'exercice de sécurité civile qui repose à l'échelle d'un département sur le préfet associe les maires, soit à l'échelle d'un bassin ou d'une commune, soit au niveau départemental à travers l'association des maires de France. Les maires doivent être absolument impliqués dans la politique d'exercice, parce que les exercices de sécurité civile, c'est ce qui conditionne en grande partie l'efficacité de la réponse à la crise quand elle survient. Et puis par ailleurs, il y a le rôle essentiel des préfets dans l'appui qu'ils doivent apporter aux maires dans l'exercice et la mise en œuvre de leurs responsabilités. On aura peut-être l'occasion d'y revenir en réponse à une question suivante, mais là-dessus, je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire et j'y reviendrai en donnant quelques exemples tout à l'heure, donc je ne vais pas être plus long sur la réponse à cette proposition, mais oui, à 200%, le couple maire-préfet, c'est la clé de voûte de l'efficacité à la réponse aux crises à l'échelle d'un territoire. Merci Julien Marion. On continue à dérouler le fil de ces propositions avec la troisième, la création d'une organisation spécifique autour du maire pour permettre de gérer la crise et la post-crise avec la constitution d'une équipe locale de soutien. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, Sébastien Leroy? Alors, en effet, dans la continuité des constats que nous avons établis, et je rebondirai sur vos propos, monsieur le directeur général de la sécurité civile, c'est que, effectivement, l'opération de réaction au niveau étatique sur la gestion de la crise au moment de la crise en France est un système jacobin efficace. Et on l'a vu effectivement en Espagne,
de l'intérêt d'avoir cette tradition héritée de la hiérarchie militaire où vous avez un décideur et des services orientés avec des dispositifs bien placés. Cependant, la problématique que nous avons, c'est que la défaillance, aujourd'hui, elle s'opère sur tout ce qui l'entoure. Parce que cette réaction de la sécurité civile, elle est efficace sur le moment, mais dans la phase amont et dans la phase aval de la crise, nous sommes aujourd'hui dans l'effet inverse, c'est-à-dire dans la paralysie et l'inefficacité. Aujourd'hui, pour se réemparer de ce sujet, le maire ne peut pas le faire seul. Parce que, naturellement, la complexité du système, et je pense qu'il y a des élus dans la salle. Oui ? Exprimez-vous un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, mes chers camarades élus, vous avez le sentiment de bien maîtriser à la fois la complexité du système et surtout la connaissance du risque sur votre territoire? Oui ou non? Allez-y, allez-y, qu'ils vous entendent. Profitez-en. Bon. On leur donnera la parole justement dans le dernier quart d'heure. Alors, c'est compliqué, effectivement. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que tout s'est complexifié. Donc le maire doit être entouré à la fois d'un système logistique d'aide sur son territoire, de ses élus, mais également des services de l'État au niveau local. Et ça se déroule dans la connaissance du risque et dans la connaissance qu'on peut lui apporter simplifiée. Parce que malheureusement, aujourd'hui, même les PPRI sont devenus tellement complexes à lire. Quand vous avez des zones rouges qui sont en jaune sur un plan, des zones bleues qui sont en blanc, et les zones blanches qui sont en vert, et que les descriptions de l'inondation ne se superposent pas sur celle de l'incendie, et qu'on vous donne ça en vous disant voilà le risque chez vous, débrouillez-vous, merci, au revoir, ça malheureusement c'est ce qu'on vit dans tout le territoire. Donc on doit aujourd'hui créer cette task force au niveau local, qui doit se faire en lien avec la ville, qui reste le secteur clé, l'intercommunalité naturellement, les DDT et les DTM qui doivent apporter un soutien opérationnel simplifié, les SDIS et les systèmes de l'ordre de sécurité que sont la gendarmerie et la police. Mais en effectif réduit, pour éviter naturellement d'avoir encore un truc, modèle usine à gaz qui se superpose. Et je suis d'accord avec vous, en France, dès qu'on veut simplifier un problème, on crée une nouvelle structure et on n'enlève pas les anciennes. Donc l'idée, ce serait de créer quelque chose de nouveau en supprimant les anciens. Et surtout qu'on ait une information simplifiée, opérationnelle, cadrée, normée, qui donne très rapidement à l'élu et surtout aux nouveaux élus. Parce que malheureusement, quand vous êtes élu, dans la minute qui suit, vous êtes considéré comme étant pleinement conscient et opérationnel sur tous les sujets, y compris sur tout ce qu'ont fait vos prédécesseurs depuis 120 ans. Et des maires, parfois, sont condamnés en justice, alors qu'ils n'étaient maires que depuis quelques mois, pour des décisions de leurs prédécesseurs qu'ils n'ont pas appliquées dans une crise qui est venue 2 semaines après leur élection. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'aller vite et que cette constitution d'un groupe qui permet de former le maire, son adjoint, son élu à la sécurité, son conseil, et qui donne aussi à l'État un interlocuteur fiable et valable qui lui certifiera qu'en temps de crise, il sait à qui il s'adresse et qu'il saura que quand il donne une consigne simplifiée, le maire comprend que la consigne simplifiée n'est pas seulement la seule chose qu'il faut faire, mais un nom de code qui lui déclenche toute une série d'opérations. On gagnera en temps, en efficacité. Et donc cette constitution opérationnelle autour du maire pourrait se faire assez simplement avec une relation préfecture, DDT, maire et intercommunalité avec les SDIS et les forces de sécurité. Donc, si je comprends bien, Sébastien Leroy, constitution d'une équipe de référence, composée des différents acteurs locaux que vous avez cités, et en parallèle une cellule de crise délocalisable? Alors la cellule de crise, elle doit être adaptée au territoire. C'est-à-dire que votre cellule de crise, elle dépendra de la taille de la ville. Il y a des territoires, pour être tout à fait honnête, comme je vous le disais, si vous gérez au niveau de l'intercommunalité, parce que vous avez beaucoup de petites villes qui n'ont pas des moyens logistiques, c'est plus efficace. Si vous avez beaucoup de grandes villes, vous serez plus efficace au niveau de la ville. Donc ça, il faut s'adapter, il faut de la souplesse. Et ce qu'il faut aussi combattre, c'est cette volonté de faire des systèmes monolithiques qui s'adaptent de la même manière sans tenir compte des spécificités de chaque territoire. Donc il faut donner une boîte à outils simplifiée, mais avec un engagement de l'État et du territoire. Mais il faut que l'État aussi ait cette démarche, parce qu'aujourd'hui c'est trop compliqué et c'est trop variable d'une préfecture à l'autre. Les pratiques aujourd'hui ne dépendent pas uniquement du territoire, mais dépendent des équipes en place. C'est-à-dire que vous avez des préfets proactifs, d'autres qui ne le sont pas. Vous avez des maires proactifs, d'autres qui ne le sont pas. Et résultat, aujourd'hui, eh bien, vous avez un système qui est une mosaïque complètement inorganisée et qui a des effets soit très positifs, soit très négatifs. Merci Sébastien Leroy. Oui, monsieur Pelluti. Pour incarner les choses, quand on est en opération de secours, le moment chaud que vous appelez, alors pour le maire, le moment chaud, c'est 3 mois, 6 mois, etc. Quand on est dans la gestion de crise, tant que l'État a des moyens engagés, police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, protection civile, etc., ça marche. Quand il faut aller réquisitionner un engin
pour aller déblayer quelque chose, un camion, pour évacuer quelque chose. Se pose déjà la question de qui fait la réquisition. Si c'est l'État qui paye. Donc le préfet, enfin, avec l'argent public. Si c'est le maire, c'est la commune. Eh bien là, il y a des discussions en pleine gestion de crise pour savoir qui va devoir faire. Et tout à l'heure, on parlait des moyens. En gestion de crise, les moyens sont aussi les moyens financiers qu'on devra payer. Quand on demande à quelqu'un de venir, il faut qu'on le paye. Donc là, il y a déjà, au cœur du show, il y a déjà des problèmes. Et puis, le préfet ou la préfète a une partie opérationnelle. Quand on n'est pas dans l'opération, quand on est dans la préparation, les préfets nous disent « Madame, Monsieur le maire, c'est à vous de faire. » On n'est pas dans l'opérationnel. Ces deux endroits de rupture sont importants pour la préparation et la gestion de la crise. Et donc voilà, c'est des petits détails. Pascal Gauche, vous avez réagir. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Comme je suis d'accord avec pendant la crise, franchement, le système de sécurité fonctionne bien, faut le dire. Mais effectivement, je vais reprendre ce qui a été dit, avant et après, là il y a de la déperdition. Et notamment, on ne retrouve peut-être pas le couple maire-préfet dans l'acculturation au risque, avec des moyens, parce qu'on peut toujours se le dire, ça, et le binôme, le couple va plutôt bien dans l'ensemble. Mais il lui faut des enfants pour vivre un peu plus heureux. Et les enfants, on le trouve souvent avec des organismes. Je vais remettre le département en scène. Par exemple, nous, en Gironde, on a le département a créé un jeu avec une école d'ingénieurs, une école des mines, qui s'appelle Sit-in Crise. Et donc, on le fait circuler au niveau des maires et au niveau même des collégiens et lycéens. Avec tout le respect que je dois. Mais je vais regarder Aurélie. Si je mets Aurélie en situation avec ce jeu Sit-in Crise, franchement, elle ne va pas avoir 20 sur 20, hein, mais elle va avoir plein d'émotions. Parce qu'elle va se rendre compte que c'est le bazar, elle ne va pas savoir exactement quoi faire. Donc ce jeu-là, pour nous, on le fait circuler parce qu'il interpelle. Il interpelle beaucoup, et il y a même des maires qui nous disent oh, ce n'était pas la peine de nous montrer qu'on est aussi mal préparé que ça. On a fait aussi un baromètre de la perception des risques au niveau des Girondins. La lecture du baromètre nous appelle les uns et les autres, et on va vous le communiquer, enfin on le communiquera au maire Girondin et on pourra le communiquer à l'AMF. C'est assez surprenant la perception des risques par les citoyens et les citoyennes. Donc il y en a qui anticipent, il y en a qui n'anticipent pas du tout, il y en a qui sont dans le déni, etc. Mais ça nous interpelle aussi sur le vocabulaire pour acculturer au risque. Et on s'aperçoit que utiliser des mots savants ou utiliser des phrases types, ça ne donne strictement rien. Donc on travaille avec un universitaire pour, en termes de dessin et de mots employés, hein, tout simplement, que ça soit compréhensible, imagé et audible. On a fait également, on utilise les nouvelles technologies. Et tout ce qui est, avec on a un GIP Gerit qui cartographie et modélise au mètre près la nature des risques et les secteurs concernés. Et ça, ben voilà, on aide beaucoup le préfet et le maire en mettant ces outils en place gratuitement, de manière à ce qu'ils puissent être partagés. On fait également des appels à projets. On l'a fait, alors là, c'était même avant les incendies, où on essaie de sensibiliser sur une nature d'aléas. En Gironde, je crois comme dans, enfin, pas dans beaucoup, je crois qu'on a tout, sauf l'avalanche. On n'a pas de montagne, mais on a tout. Donc voilà, on essaie de diversifier la sensibilisation aux aléas. Et puis après, il y a le post-aléa. Et là, on a eu par exemple un épisode de grêle terrible. Les personnes sont restées avec des bâches bleues pendant des mois parce que le système, enfin les assurances, ne répondaient pas. On a été obligé, alors là je parle encore du département, de faire des permanences juridiques avec des avocats, avec des assurances, pour aider les personnes à sortir un petit peu de ce calvaire-là. Donc on a fait des permanences avec des psychologues après les incendies
parce qu'il y a eu un traumatisme. Il y avait des néo-ruraux qui habitaient la forêt, imaginant que ça allait rester un cadre vert. Ils se sont retrouvés dans un cadre de cendres après. Donc, ce post-incendie, enfin avant et après, c'est crucial. Et c'est là où je reviens sur notre expérimentation du plan départemental de sauvegarde. C'est pas tant sur le moment de crise, mais c'est avant et après où on peut jouer un rôle. Parce que quand vous demandez au département d'aller évacuer un EHPAD ou d'aller apporter l'assistance respiratoire à une personne qui est isolée en habitat, vous avez intérêt d'avoir fait un peu le listing avant avec votre CCAS, avec les pôles de territorialité sociaux, pour repérer. C'est un peu ce qu'on fait avec le plan chaleur canicule. Plan canicule, il faut qu'on puisse décliner des plans comme ça pour repérer les personnes fragilisées. Et là, il y a bien sûr le binôme maire-préfet, mais c'est là où je parlais des autres enfants. Alors, on va parler des autres enfants avec vous et surtout de cette troisième proposition, Julien Marion. Que vous inspire cette constitution d'une équipe locale de soutien et d'une organisation spécifique du maire, autour du maire, pour lui permettre de gérer la crise et la post-crise, vous l'avez entendu? D'abord, partager avec vous un constat, c'est que face à la crise, on se sent d'abord toujours démuni. Enfin, je parle de la crise à partir d'une certaine ampleur. C'est vrai pour les maires, évidemment, qui sont en première ligne. C'est vrai aussi, je me permets de le dire, pour les services de l'État. Quand vous êtes confronté à l'ouragan Irma aux Antilles ou à des feux comme ceux de 2022 en Gironde, on a tous ce sentiment d'être dépassé par quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que nous. Et ça renvoie à une forme d'humilité qui doit, je crois, nous guider au cours de toutes nos réflexions sur la gestion de crise. Une fois qu'on a dit ça, dans la phase amont, puisque vous avez beaucoup parlé de la phase amont, effectivement, qui cristallise beaucoup d'enjeux, il y a plusieurs choses. D'abord, je voudrais rappeler qu'il y a, si on parle de l'idée de donner au maire la possibilité de s'appuyer sur une équipe immédiatement disponible pour l'épauler quand une crise survient, il y a un dispositif qui existe. Pour le coup, il n'y a pas besoin de le créer, c'est la réserve communale de sécurité civile. La réserve communale de sécurité civile, aujourd'hui, c'est un dispositif qui a été créé par la loi, qui existe, qui est assez simple à mettre en œuvre. Je partage avec vous le constat que pour l'instant, ce dispositif est assez faiblement répandu, puisque je crois qu'il y a un peu moins de 800 communes aujourd'hui dans notre pays qui ont monté une réserve communale de sécurité civile. Donc moi j'invite évidemment l'ensemble des maires présents et puis à travers vous tous vos collègues à se pencher sur la question de l'opportunité d'une création d'une réserve communale de sécurité civile. Ça peut être une première réponse. Ça peut répondre à beaucoup des points qui ont été soulevés, mais peut-être pas à tous. Je crois qu'il y a un deuxième enjeu important à travers vos interventions, qui est celui de la formation. Et j'entends vraiment ce que vous avez dit, madame en particulier, quand on est élu maire pour la première fois et qu'on a instantanément un poids qui vous tombe dessus, le poids des responsabilités dans des domaines extrêmement variés et extrêmement techniques, tout ça ne s'improvise pas. Et je pense que nous avons, là je parle pour l'État, à renforcer notre offre de formation à destination des maires, en particulier dans le domaine de la prévention des risques et de la gestion des crises. J'ai demandé, moi, au directeur de l'école d'officiers, qui forme les officiers de sapeurs-pompiers, mais qui peut s'adresser à des publics beaucoup plus larges, de travailler à une offre de formation beaucoup plus ambitieuse à destination des maires, pour, à travers des modules très simples, très pratico-pratiques, les mettre en mesure quand ils sont élus pour la première fois ou quand ils ressentent tout simplement le besoin de se former à ces questions essentielles, de venir passer 24 heures sur le site de l'ENSOSP. On peut aussi faire des formations en distanciel, heureusement maintenant, pour éviter d'avoir à se déplacer. Ça fait partie des priorités que j'ai fixées au nouveau directeur de l'école, qui a pris ses fonctions cet été, pour que vraiment on soit beaucoup plus proactif dans l'offre de formation que l'État se doit de proposer aux maires. Et un dernier point, alors je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut en parler ou en réponse à une question future. La réponse à la crise à l'échelle du territoire d'une commune repose beaucoup évidemment sur le plan communal de sauvegarde.
Mais ça, on en parlera peut-être plus tard. On va y revenir. Merci beaucoup, Julien Marion. Cédric Bourrier, un complément sur cette troisième proposition? Je pense que je dirais la même chose, donc inutile d'y perdre du temps. Très bien. Alors, poursuivons avec la quatrième proposition qui vise à l'amélioration des outils de connaissance des risques. Éric Ménassi, on vous écoute. Dites-nous en plus. Je crois qu'il était important aussi que nous arrivions à travailler sur la responsabilité du maire par rapport à la connaissance du territoire. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, Madame la députée. Monsieur le directeur général, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire en amont par rapport à la crise elle-même. Vous avez raison, la crise, ça a quelque chose de très complexe. En fait, nous devons prévoir l'imprévisible. C'est ça, se préparer à la crise. C'est à la fois être dans une dimension où on va gérer l'émotionnel, où on va gérer des hommes et où on va gérer des situations qui sont par définition exceptionnelles. Et les maires, lorsqu'ils sont élus récemment, ne sont pas prêts à ça. Donc on évoquait avec Sébastien, avec Stéphanie à plusieurs reprises une forme de formation initiale, peut-être pour que nous soyons éveillés à ces outils, de façon à ce que dès que nous prenons l'écharpe, nous sachions à la fois quelles sont nos obligations, nos devoirs, nos responsabilités. Et il me semble que dans l'approche de la crise, monsieur le directeur général, c'est important. Pour en revenir à la proposition, je crois qu'il est capital que chaque maire connaisse son territoire. Alors ça peut paraître anodin ce que je vous dis, mais c'est indispensable. Il faut que le maire appréhende de façon précise la vulnérabilité de son territoire, une vulnérabilité géographique, une vulnérabilité industrielle. Il faut que ce travail soit effectué d'une manière régulière, actualisée, et que le maire soit non seulement à l'initiative de ce travail, mais aussi à l'initiative du partage avec ses élus. Parce que la meilleure façon de partager la crise, c'est de l'anticiper dans la connaissance du territoire. Et donc nous avons, au travers de nos échanges, reçu de la part de nos élus à la fois une forme d'interrogation, parce que certains élus étaient un petit peu désemparés par rapport à ce questionnement. Donc nous avons considéré que quelque chose qui peut paraître assez anodin est indispensable si on veut être plus performant. Connaître le territoire et l'appréhender correctement. Alors, on a envie de faire réagir et d'entendre nos parlementaires sur cette quatrième proposition. Christine Lavarde, peut-être, prenez le micro, on vous écoute. Alors, sur la connaissance du territoire, il y a déjà un outil GeoRisque qui est monté en puissance et qui est disponible pour tous les citoyens, pour les acteurs du monde économique, qui aujourd'hui a peut-être une perfectibilité qui est qu'il ne fait que donner une photographie de la connaissance du sol et des aléas climatiques, de l'environnement. Quand on parle de risque, et notamment après de sinistralité, ce qui est important, c'est d'associer le coût et ce qui a pu se passer. Et ça, aujourd'hui, c'est une base de données qui n'existe pas, mais qui va exister très prochainement, puisque un observatoire de la sinistralité a été lancé il y a peut-être 2 mois maintenant, sous l'égide de la CCR, et qui doit notamment ensuite pouvoir donner une information exhaustive au pouvoir public pour pouvoir justement affiner les dispositifs de prévention et surtout pouvoir s'assurer qu'on ne va pas avoir sur certains points du territoire une éviction des polices d'assurance, c'est-à-dire que certains assureurs quitteraient le principe de mutualisation qui sous-tend tout le régime assurantiel et tout le régime des catastrophes naturelles, et ce qui ne serait pas acceptable. Donc à partir de cet observatoire, on doit pouvoir s'assurer que le principe de mutualisation est respecté et que demain, aucune collectivité, aucun particulier ne pourra plus trouver à s'assurer parce que sa vulnérabilité au risque est trop importante. Pascal Gau, sur cette quatrième proposition. Oui, elle est intéressante. Moi, je pense qu'effectivement, sur l'aspect financier et assurantiel, il faut qu'il y ait des marges de progression. Parce que tout ce qu'on vient de dire, dans les intentions, c'est bien, mais il y a quand même, à un moment donné, se pose le problème de financement. Et problème de financement en acquisition d'outils,
de dotation pour que les communes puissent acquérir, maintenir la maintenance des outils. C'est excessivement compliqué. Donc jusqu'à présent, ça peut être aussi un frein, l'accessibilité financière, la dotation financière pour accompagner les élus de terrain à pouvoir s'équiper au mieux. Et là, il y a quand même un vide. Une autre question, et là je voudrais interpeller Monsieur Marion. Ce qui est important aussi, on l'a fait en Gironde, c'est on n'a pas parlé des réseaux de communication. Parce que vous pouvez avoir un très joli pick-up, une citerne d'eau, etc. Si vous n'avez pas les communications ou les réseaux eau, Internet, téléphone, gaz, et c'est quelque chose qui n'est pas encore... C'est très technique, mais on a peu d'aide au niveau des collectivités et avec les partenaires, les sociétés. Comment on crée, en période de non-crise, cette connaissance des réseaux, les conventionnements avec EDF, gaz, j'en passe, parce que eux, ils travaillent le sujet. Ils sont beaucoup plus en avance qu'on ne peut le croire, sauf que le partage n'est pas forcément généralisé. Et cette question des réseaux, enfin, nous, on y travaille avec des conventionnements, mais je pense qu'au niveau national, je réfléchis un peu tout haut. On aura peut-être des concertations et des conventions à faciliter. Dominique Peduzzi, avant d'entendre Julien Marion et Cédric Bourrier. Oui, alors, remontant dans les années 80, il y a eu des crises qui ont été gérées et il y avait un rapport. Alors, je ne sais pas si c'est le Sénat ou l'Assemblée nationale. Il y avait plus d'un tiers des mairies qui n'avaient pas de fax et pas de téléphone. Il faut impérativement, dans cette communication moderne, tout fibre, tout réseau, il faut qu'on reprenne les fondamentaux de communication en gestion de crise. Aucune mairie, et on l'a vu pendant la pandémie du Covid, aucune mairie n'a une liaison sécurisée. Ce qui fait que quand l'État dit à nos concitoyens à la télé, allez voir dans votre mairie demain matin, ils auront les documents, eh bien on ne les a pas. Et donc la liaison téléphone mobile ou Internet, etc., il faut qu'on revoie un plan de sécurité et les 35 000 communes doivent être des points de liaison indispensablement reconnus dans l'organisation et on est très très fragile sur le sujet. Alors, on a envie d'entendre nos deux directeurs généraux. On commence par vous, Julien Marion, peut-être, ou Cédric Bourrier. Cédric Bourrier, allez-y. Je suis le plus près du micro, on va faire la logique logistique. Alors, pour revenir sur le cœur de la proposition, sur la connaissance des risques et la mise à disposition des élus de la connaissance de leur territoire. Pour nous, c'est un chantier qui est toujours en work in progress. Madame la sénatrice l'a dit, on a considérablement changé le site Géorisque depuis 2 ans, qui vise à mettre tout ce qu'on a comme information sur les risques à disposition sur un même site. Ça permet de superposer par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, par rapport à différents risques naturels auxquels une même commune peut être exposée. Voilà, de vraiment tout mettre à disposition avec le degré de finesse qu'on a. Donc parfois c'est au niveau de la commune, parfois c'est au niveau de la parcelle. Il y a un stand Géorisque là, dans cette partie congrès que je vous invite à aller visiter pour mieux le voir, le comprendre et nous dire ce qu'on peut encore améliorer. Les chiffres des réassureurs, en tout cas les déclarations CatNat, on a pu les mettre dedans. Les chiffres des assureurs, c'est effectivement un exercice plus compliqué parce qu'il y a des questions de secret des affaires, de droit commercial. Donc on a un observatoire commun avec les assureurs. Par contre, on ne peut pas mettre toutes les données chiffrées à disposition du public, voilà, pour les raisons que je mentionnais. Pour nous, on n'est pas au bout du chemin. On a encore plein de développements en tête sur Géorisque et on a besoin d'avoir votre retour sur ce qui vous est utile, ce qui est bien fait et ce qui manque encore ou qui n'est pas très bien fait. Ça, c'est pour le niveau national, essayer de tout mettre à disposition. Il y a au niveau local aussi, évidemment, on parlait du couple préfet-maire. Vous avez évoqué plusieurs fois, monsieur le maire, la DDT ou DDTM. Il y a toute une réserve d'informations qui sont auprès de la DDTM et qui sont mises à disposition en permanence des collectivités. Normalement, c'est une certaine forme de fil de l'eau. En même temps, il faut bien faire un récapitulatif une fois de temps en temps, par exemple dans le dossier départemental des risques majeurs, parce que les choses évoluent. Les choses évoluent parce que notre connaissance des risques évolue. Parce qu'il y a le changement climatique. Un des grands chantiers qu'on a en ce moment, c'est d'essayer de produire une vision à 2050
de ce que sera l'explosion au risque naturel de chacune des communes et de mettre ça à disposition de l'ensemble des maires. Et puis ça évolue aussi parce que l'aménagement des sols, l'artificialisation, la renaturation à certains endroits, l'ensemble du sol évolue et donc évidemment ça a un impact sur des écoulements par exemple ensuite. Et donc il faut que régulièrement on refasse ces études pour voir comment à partir des aménagements qui ont été faits par les collectivités, on parlait tout à l'heure du SMIAGE par exemple, ou de développement urbain qui ont pu avoir lieu, comment ça fait évoluer les ruissellements et comment on met ça à disposition. Sur les réseaux, alors pas forcément sur la façon d'équiper chaque commune, mais il y a un axe très fort aussi pour nous de réflexion, de travail, qui est la résilience des réseaux en cas d'événement majeur, puisque quand bien même chacun aurait son téléphone, voilà, si jamais le réseau ne fonctionne pas. Donc il y a à la fois des obligations qui ont été mises dans les contrats qui sont signés avec les grands opérateurs publics qui sont chargés d'un certain nombre de réseaux publics, voilà, pour des progrès, enfin, vous avez tout à l'heure parlé, monsieur le maire, de 10 ans, 20 ans, 50 ans. Alors j'espère que ce ne sera pas 50 ans quand même, mais on voit bien qu'il ne peut pas être tout en un claquement de doigts, parce qu'il y a certains travaux qui sont très lourds pour remettre. Mais voilà, il y a des choses progressives qui sont faites. Et par ailleurs, il y a la possibilité désormais d'avoir accès, par le préfet, à l'évaluation par les opérateurs de niveau de résilience à date, où ils en sont dans leur plan de progrès, entre guillemets, et du coup, ce à quoi les réseaux tiennent ou ne tiennent pas, en termes d'incendie, en termes d'inondation, en termes de vent. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Évidemment, c'est les opérateurs qui sont les premiers à la manœuvre, hein, mais c'est vraiment une dynamique qui est identifiée par tout le monde. Merci Cédric Bourrier. Julien Marion. Pour compléter très rapidement ce que vient de dire Cédric Bourrier, rappeler qu'à l'échelle de chaque département, le préfet est censé réunir les opérateurs de réseau, pas pour leur parler de leurs dernières offres commerciales ou de la pluie ou du beau temps, pour leur parler de leurs obligations en matière de résilience. Alors, il y a un phénomène que l'on constate tous depuis longtemps, c'est que ces opérateurs, historiquement, ont été pendant très longtemps accrochés à la sphère publique de par leur statut. C'est plus le cas aujourd'hui, ou quasiment plus. Et on constate effectivement une diminution progressive, voire une disparition de cette culture de service public qui a été très fortement présente chez ces opérateurs pendant très longtemps, mais qui aujourd'hui a tendance à s'amenuiser. Donc ça renvoie à un devoir de vigilance accru de la part des préfets. Tout ne se règle pas au niveau central, fort heureusement. C'est au niveau d'un département qu'il faut s'assurer que chaque opérateur qui est censé avoir un représentant s'acquitte de ses obligations. Et en tout cas, la première des obligations pour un opérateur, c'est d'être d'un opérateur de réseau, qu'il s'agisse de réseau de téléphonie mobile, de gaz, d'électricité ou autre, c'est d'être joignable quand on en a besoin. Juste pour vous donner un exemple pour illustrer ce que je viens de dire, en matière de gestion de crise, vous savez tous que beaucoup repose notamment sur l'alerte des populations. On a un dispositif qui s'appelle FR Alert, que certains d'entre vous ont peut-être déjà testé, pratiqué. Je rappelle que les maires peuvent demander au préfet le déclenchement des FR Alert. C'est très facile, c'est très simple et ça marche. Pour ceux qui y ont déjà été confrontés, FR Alert, c'est ce dispositif qui transforme votre téléphone portable en une sirène absolument assourdissante et qui diffuse en même temps que ça sonne un message sur la conduite à tenir en raison de la crise. Ça marche très bien, mais ça repose, donc la décision d'activer FR Alert à l'échelle d'un bassin de vie, elle est prise par le préfet sur proposition, le cas échéant, des maires concernés. Ensuite, la mise en œuvre, la diffusion du message, de l'alerte, donc repose sur les opérateurs. On a, je suis obligé de le reconnaître malheureusement, des difficultés avec un opérateur, que je ne nommerai pas ici, qui, en dépit de multiples relances, venant très très haut au niveau de l'État, refuse de faire ce qu'il a à faire. Et donc ça veut dire très concrètement que les abonnés de cet opérateur-là, quand FR Alert est activé, ne reçoivent pas les alertes sur leur téléphone. Donc très fâcheux. C'est très fâcheux, donc j'en conviens. Donc on est en train de réfléchir à la manière puisque manifestement les relances successives n'ont pas porté de fruits, on est en train de réfléchir à une manière de rendre ça encore plus efficace. Oui, Madame Texera. Oui, excusez-moi, je voudrais juste compléter le dispositif FR Alert et mon expérience sur ma commune en indiquant que je me suis dotée également d'un service d'alerte en interne dans ma mairie parce que j'imagine une situation de crise où je dois évacuer simplement une rue ou un quartier, le temps que ça se fasse.
Bon, je pense que voilà, j'aurais peut-être plus de rapidité à intervenir. Donc on s'est doté aussi de ce dispositif en interne. Très bien. Je vais donner dans un instant la parole à la salle pour réagir et rebondir à cette série de propositions. Mais on termine par la 5e proposition qui est en lien avec la précédente, Sébastien Leroy. C'est une boîte à outils pour les petites communes. Qu'y a-t-il dans cette boîte à outils? Quel est l'esprit de cette dernière proposition? Alors effectivement, cette boîte à outils, en fait, c'est un terme très général qui permettrait de mettre à disposition du maire tous les éléments logistiques, en termes de communication également, de connaissance du risque et tout ce qui serait nécessaire pour qu'il maîtrise à la fois le risque, la gestion du risque et la gestion de l'après. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de systèmes. Et quelque part, j'aurais tendance à dire que le risque, c'est pas tellement le vide, c'est plutôt le trop-plein. C'est qu'il y a tellement de systèmes qu'à la fin, on ne sait plus vraiment qui est le même. Alors, il y a effectivement Géorisque aujourd'hui qui gagne en puissance, qui gagne en simplification. Mais attention, encore une fois, c'est que même comme les PPRI et les sites actuels, ce n'est que la connaissance actuelle du risque. Avec une vision du risque qui est une vision non analytique, c'est-à-dire que vous avez par exemple des zones rouges. Alors je prendrai l'exemple de l'inondation parce que c'est la plus facile à illustrer. Une zone rouge d'inondation, elle peut être de l'inondation lente, mais elle peut être de l'inondation torrentielle. L'inondation torrentielle, ça peut être un phénomène type méditerranéen très puissant, très rapide, ou une crue lente comme le Nord-Pas-de-Calais. Les mesures à prendre seront très différentes. Vous avez les événements climatiques qui sont des événements ponctuels, imprévisibles, qui là aussi doivent être anticipés en termes de réaction, mais qui n'apparaissent pas sur les cartes. Vous avez aussi une difficulté, on le voit aujourd'hui, on l'a constaté encore récemment, c'est que même les systèmes de prévision type Météo France, aujourd'hui, ne sont pas encore assez fins, à la fois dans la prévision, mais surtout dans la territorialisation du risque. Et tout ça, il faut en être conscient, parce que les limites, notamment les vigilances jaune, orange, rouge, se basent sur des limites administratives. Or, aujourd'hui, les tempêtes, les cellules ne se limitent pas au département, et notamment aux frontières administratives. Donc là aussi, il faut faire attention à tout ça, et c'est cette boîte à outils qui permettrait, le plus simplement et rapidement possible, de mettre à la disposition de l'élu ces moyens mémotechniques, les bonnes références sur les bons sites. Faites aussi extrêmement attention à la multiplication des sociétés privées qui viennent vous vendre des prestations et qui adoptent pour cela des noms qui vous font penser que vous êtes en relation avec le ministère de l'Intérieur, alors qu'en réalité, vous êtes avec une société anonyme basée au Liechtenstein. Donc c'est tout ça qu'aujourd'hui qu'il faut arriver à harmoniser. Parce que l'élu local est confronté à un tel poids de documents, de services, à la fin, vous ne savez même plus ce qu'il faut regarder, quoi. Donc l'idée, c'est de rationaliser, de lister, de certifier aussi quelque part ces éléments, de faire prendre connaissance que ce que nous avons aujourd'hui comme éléments de prévision ne sont que des prévisions. Et vous l'avez vu dans tous les départements, Gironde, Nord-Pas-de-Calais, le Var, les Cévennes, les Alpes-Maritimes, l'Aude, que tous les événements auxquels nous sommes confrontés sont des événements qui étaient tous imprévisibles. Donc ce que veut dire que votre carte n'est qu'un élément, en fait, qui vous alerte sur l'exposition de votre ville à un risque potentiel. Je ne parle pas non plus des risques industriels qui sont très variables, que vous soyez à côté d'une centrale nucléaire ou d'usine de produits chimiques, les mesures que vous devrez prendre, le matériel dont vous devez disposer en stock sera également très différent. Et donc tout cela, pour le simplifier, pour l'organiser et pour permettre d'avoir quelque chose de pratique, parce que je pense qu'aujourd'hui on a besoin de pratique, eh bien ça serait d'avoir ces éléments-là, avec ces références, ces éléments, et je pense que quelque part, c'est du bon sens et ça permettrait de mettre un peu de simplicité dans la complexité, car en France, nous adorons la complexité. Juste pour compléter les propos de Sébastien, les documents qui sont en la possession des maires, je pense notamment au PCS, et j'aimerais partager avec vous quelque chose de capital. Les PCS sont construits au travers d'événements que nous avons connus. Et dans bon nombre des cas, vous vivez une crise sur un événement qui n'a pas été connu. Et donc, ça demande au maire à la fois de l'exercice, vous avez raison, monsieur le directeur général, mais aussi de l'agilité. Être en responsabilité pendant la crise, c'est ne pas, comme vous l'avez dit, madame, ouvrir le manuel à la page 20. C'est de connaître son territoire, c'est d'avoir fait des exercices, et c'est d'être en capacité de prendre des décisions opérante à un moment donné en fonction d'événements donnés. Et au travers de cette boîte d'outils, c'est aussi cette information que ce groupe de travail a pour vocation. Sensibiliser, informer, diffuser et surtout alerter les maires.
parce que nous ne serons pas en capacité de donner une information à nos populations d'une manière efficace si nous n'avons pas nous-mêmes la connaissance de ces enjeux. Alors, avant d'entendre Cédric Bourrier et Julien Marion, je crois, Pascal Gou, vous souhaitez réagir sur cette 5e proposition, cette boîte à outils pour les petites communes? Je pense qu'effectivement, les communes ont besoin d'une matrice, une ossature de renseignements, d'informations au minimum. Et c'est vrai que selon la sensibilité des élus, il y a des plans communaux de sauvegarde qui servent quand même à caler un peu les armoires. Pour certains maires, ils ne savent même pas où il est. Ils ne l'ont jamais ouvert parce que ce n'est pas forcément la priorité des documents administratifs. Donc oui, je pense que de rappeler en mettant une boîte à outils moderne à leur disposition, c'est bien. Mais je reviens aussi sur les exercices. On a peut-être une tendance à avoir des grands exercices, un exercice préfectoral annuel. Je pense que des petits exercices, aider les communes ou les intercos, peut-être au niveau là de l'interco, d'avoir des exercices un peu plus locaux, sur une échelle où ils mettent en répétition cette fameuse boîte à outils ou les documents, s'ils en ont un. Ça me paraît... c'est l'expérience. Il faut qu'on crée de l'expérience de réaction au risque et en anticipation. Si intellectuellement vous le concevez, si on participe à des rencontres comme ça, c'est bien sur l'acculturation, mais la mise en pratique est indispensable. Et là, je crois qu'on a quand même les forces d'appui au niveau de la gendarmerie, au niveau du SDIS. Par exemple, nous, en Gironde, on a maintenant un centre de formation des pompiers aux aléas et ils sont vraiment très disponibles pour pouvoir sensibiliser. Mais mettons en pratique, sortons un peu des documents. Merci Pascal Gau. Julien Marion, Cédric Bourrier, que vous inspirent les propos autour de ce sujet, de cette 5e proposition, cette boîte à outils pour les petites communes? Julien Marion. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Madame la députée Pascal Gau. Vous n'êtes pas seul dans la mise en œuvre de vos responsabilités en matière de préparation et de gestion de crise. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt là les récits sur ce qui se passe en Gironde et sur le partenariat noué avec le SDIS. C'est typiquement une bonne pratique que moi j'ai très envie de généraliser en demandant au SDIS, non pas d'attendre que les maires viennent les voir, mais d'aller à leur rencontre. Les SDIS, les sapeurs-pompiers, c'est le premier service public de proximité aujourd'hui après l'éducation nationale. Les casernes de sapeurs-pompiers, elles sont partout sur le territoire et je vous rassure, elles resteront partout sur le territoire parce que c'est ce qui conditionne cette proximité, l'efficacité de notre réponse de secours. Donc moi, je souhaite que les SDIS aillent davantage, comme ça se fait manifestement en Gironde, au-devant des maires pour les accompagner déjà dans la connaissance de leur territoire, dans la connaissance de l'exposition au risque de leur territoire. Ensuite, il y a, ça a été évoqué par plusieurs intervenants, ce document un peu majeur, fondamental, qui est le plan communal de sauvegarde. Alors oui, un plan communal de sauvegarde, ça ne doit pas servir, Madame la députée, vous avez raison, à caler les armoires. Ça, sinon, c'est qu'il est mal fait. Le plan communal de sauvegarde, d'abord, je rappelle que dans certaines communes, 22 000, il est obligatoire. Toutes les communes censées avoir un PCS de manière obligatoire ne l'ont pas encore. Il reste un peu de chemin à parcourir. Je voudrais à cet égard indiquer à l'ensemble des maires présents que oui, quand on est par exemple dans la situation de devoir rédiger un PCS ou de devoir l'actualiser, parce qu'un PCS obsolète ou pas de PCS, c'est la même chose en réalité. Quand on est en situation de devoir actualiser ou même rédiger un PCS, vous avez, mesdames et messieurs les maires, des outils à votre disposition. Alors les outils, je l'ai apporté là, il est avec moi. C'est un petit guide extrêmement pratique. Oui, il n'est pas très épais. C'est pas le code général des collectivités locales ou le code général des impôts. C'est très simple et ça se présente sous forme de fiches qui font une page recto verso chacune. Je vous garantis, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment, vous le trouvez en accès libre évidemment sur le site du ministère de l'Intérieur. Procurez-vous ce guide. Et là où je rejoins complètement ce qu'a dit M. Leroy, n'est pas besoin pour ça d'aller payer grassement des cabinets privés qui viennent vous vendre très cher une
prétendue expertise alors que les outils sont à votre disposition. Donc voilà, vous n'êtes vraiment dans l'exercice de cette responsabilité qui vous incombe. Vous n'êtes pas seul, vous avez à votre disposition des services de l'État, je parlais du SDIS, je pourrais parler des services de la préfecture évidemment, qui sont en mesure de vous fournir l'appui méthodologique dont vous pouvez avoir besoin. Cédric Bourrier. Merci beaucoup. Bon, évidemment, j'abonde dans le même sens. Peut-être préciser, pour revenir à la question boîte à outils, qu'évidemment, nous, on y est très favorable. Je pense que ça doit être à la fois des outils qui viennent de l'État. Julien Marion montrait le petit guide pour la réalisation des PCS. Il y a des choses aussi sur les DICRIM, les documents d'information communaux sur le risque majeur, qu'on a un peu moins évoqué. Mais la culture du risque, c'est absolument essentiel. Hein. Je rappelle un chiffre. Sur ces 40 dernières années, tous les morts qu'on a eus lors des inondations, notamment les phénomènes méditerranéens sur l'arc méditerranéen, 80% des victimes habitaient dans la commune ou dans la commune voisine. Et par ailleurs, la première circonstance de mortalité sur ces 40 dernières années de l'arc méditerranéen, c'est des gens qui ont pris leur voiture. Et ça, le SMIAG et plein d'autres pourront faire tous les investissements matériels qu'on veut. Si jamais cette culture du risque, on n'a pas réussi à se parer de la culture du risque, on échouera toujours sur ce type de cas. Donc il y a le PCS, il y a le DICRIM qui sont des outils importants. Il y a des documents qui ont été préparés par l'État. Ils vont être sur GeoRisque à nouveau pour qu'il y ait cette espèce de point de repère un peu unique, un peu facile, un peu simplifié, un peu transversal, où vous pouvez trouver plein de choses. Mais je pense que c'est aussi des outils par les maires et pour les maires. C'est-à-dire que nous, nous sommes tout à fait prêts à faire émerger, rassembler, collecter, remettre à disposition sans s'approprier le savoir, enfin en mettant bien les logos qui vont bien. Mais en tout cas, voilà, on est à disposition aussi pour des choses pratiques vues par les maires, faites par les maires. Voilà, si vous voulez qu'on assure une diffusion plus large, que vous puissiez vous appuyer sur le réseau de l'État pour le remettre à disposition au-delà des associations départementales, on est évidemment à disposition. Merci Cédric Bourrier, merci Julien Marion. On va prolonger ce temps d'échange autour des 5 propositions et sur ces paroles d'initiative locale en ouvrant une large fenêtre d'échange à nos élus. Et j'ai déjà un premier élu qui s'est manifesté. N'hésitez pas à bien vous lever qu'on vous voit. Et on va vous tendre le micro qui est ici. Voilà. Merci de bien vouloir vous présenter. On vous écoute. Bonjour monsieur. Merci, bonjour à tous. Vous excuserez un peu ma diction. Là, on en est au 3e jour du Salon des maires. Je suis un petit peu fatigué. Je suis l'adjoint à l'urbanisme et en charge du plan communal de sauvegarde d'une commune qui s'appelle Nieul-sur-Mer, une commune de 6000 habitants qui est un pôle d'appui de la communauté d'agglomération de La Rochelle et qui a été lauréate de la journée de la résilience en 2022. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais déjà, je voulais dire à Monsieur Leroy que tous les risques évoqués tout à l'heure, Nieul-sur-Mer coche toutes les cases. Alors on va commencer... À part l'avalanche, nous dit Madame Texera. Pardon? À part l'avalanche et le volcanisme. Ah oui, oui. Alors beaucoup, on va dire beaucoup. Ça a commencé en 2003 avec l'épisode de la sécheresse où la commune a été reconnue état de catastrophe naturelle. Il y a eu bien évidemment Xynthia en 2010 où 242 propriétaires ont eu de l'eau dans les maisons jusqu'à 1,40 m. Ça a continué avec l'érosion des falaises qui sont en calcaire fracturé. Et on a le mur de l'Atlantique avec les blocos qui font du poids et qui fragilisent donc notre chemin côtier. Voilà. On a eu l'épisode du tremblement de terre de la Laigne qui a fait qu'au niveau tremblement de terre, nous sommes passés d'un risque faible à un risque modéré. Voilà. Nous sommes une commune qui est carencée en logement social, qui a perdu 12% de sa surface constructible à cause de Xynthia. Voilà. Et donc, avec la loi zéro artificialisation nette, il faut qu'on produise en tant que pôle d'appui 60 logements par an, dont 40% sociaux. Comment fait-on ? Le plan communal de sauvegarde pour Nieul-sur-Mer, c'est une chance. C'est une chance. Chaque année, nous fermons la mairie. Nous fermons la mairie et tous les services, tous les élus, toutes les associations, la réserve civile bénévole est concernée.
Alors, ça commence par une formation avec tous les institutionnels le matin, le SDIS 17, la gendarmerie, la SNSM, puisqu'on a un petit port et on est en bordure de mer. Voilà. On fait un repas convivial où tous les salariés de la mairie sont conviés, y compris le Conseil des sages, j'avais oublié aussi. Voilà. Donc là, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Donc en toute humilité, on a un petit peu de savoir-faire. Maintenant, comme le disait Monsieur Leroy, il faut cette acculturation au risque et le faire savoir. Ça nous amène, pourquoi on a été lauréat en 2022, c'est qu'après avoir fait cette journée, pour faire l'information à toute la population, on sait que les réunions publiques, c'est compliqué. Parce que souvent, on donne tribune à des râleurs, faut le dire, hein, voilà. Et ça peut vous pourrir la vie, hein, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Aidé par une mutuelle d'assurance que je ne citerai pas. Merci beaucoup. On a amené un théâtre d'improvisation le soir dans notre salle polyvalente où on conviait toute la population. Et chaque adjoint en charge d'une cellule de son plan communal de sauvegarde venait sur scène avec un objet, donnait cet objet à 2 comédiens et ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Et donc c'était lié forcément aux cellules du PCS, un téléphone, une valise, voilà, choses comme ça. Et après chaque séquence, il y avait la directrice au risque majeur de l'agglomération qui rappelait à la population les bons gestes utiles. Donc très très important. Donc une bonne illustration d'acculturation après la population avec les élus. Et ce qui est très voilà. Ce qui est très important à nos yeux, c'est qu'il y a une forme managériale dans le plan communal de sauvegarde. C'est super important. Il y a des élus qui croisent des nouveaux salariés de la mairie pour la première fois à l'occasion de cette journée. Voilà, et on mange ensemble le midi. Voilà. Pour conclure, dans les outils, on a Panneau Pocket qui permet à toute la population, en même temps que FR Alert, mais on verra en aparté quand même quel est l'opérateur qui fait défaut. Hein. Ça c'est pas normal du tout. Hein. Voilà. Et maintenant, on associe les médias, c'est-à-dire le journal local, la radio locale, FR3 local, pour communiquer à la population. Parce que ce qui est très important avec la réserve civile bénévole, c'est que parmi les propriétaires impactés par la submersion marine, nous avons des personnes fragiles, malades, et cette réserve civile bénévole vient aider à la pose des bâtards d'eau dans les maisons pour protéger leurs biens. Très bien. Voilà. Juste une petite... Il faut vraiment conclure, vraiment, parce que j'ai beaucoup de questions qui se... Petite anecdote, là. On a fait l'exercice la semaine dernière. Le retour d'expérience, gestion des animaux domestiques dans le centre d'accueil, et des chiens en particulier. On va acheter des cages pour les chiens agressifs. Voilà. Merci pour ce retour d'expérience multiple. Vous avez une belle vitalité encore, hein, monsieur le maire. Je vous demanderai d'être concis à nos prochains élus pour la formulation de leurs questions, pour qu'on en prenne un maximum. Et je vous ai bien vu au fond. Monsieur, bonjour, présentez-vous. Bonjour, je suis Gabriel Bertin. Je suis le maire d'une petite commune du Pas-de-Calais, située à 10 km au sud d'Arras. Et je voudrais vous parler de la problématique des inondations du Pas-de-Calais. Bon, bien sûr, tout le monde a vu ça dans les médias. Et bon, tout à l'heure, vous avez évoqué la démarche de prévention. Donc, je suis un élu, vous avez bien compris, un maire qui se sent responsable quand on subit, bien sûr, les événements, mais également très responsable pour dire il faut qu'on propose, qu'on essaie de comprendre et qu'on fasse remonter les problématiques, les causes des phénomènes qui sont connus par nous qui connaissons le terrain, que ça c'est important, vous l'avez dit aussi. On est le plus proche de la connaissance et les habitants également, hein, qui connaissent un peu les problématiques, de manière à avoir une démarche de prévention. C'est la vraie démarche de moyen terme, long terme. C'est-à-dire qu'il faut éviter que les phénomènes de crise, comme là les inondations, deviennent de plus en plus graves. Et donc il faut travailler les causes. Ça veut dire connaître les causes, ça veut dire avoir la démarche d'aller chercher les causes.
Alors, les causes des inondations, bon, ça c'est un sujet que je connais bien, hein, voilà, parce que je le suis depuis pas mal d'années, avant d'être maire, et maintenant je suis maire depuis 2020. Donc je souhaite absolument faire remonter ce sujet, travailler, pourquoi pas avec la préfecture, le couple maire, préfet, et puis les autres instances. Hein. Un exemple concret, il faut absolument préserver les zones qui préservent, qui protègent nos villages, notamment dans notre région, mais pas que. C'est-à-dire toutes les prairies qui ceinturent les villages. Ces prairies, la Loisanne dit il faut éviter de consommer, arrêter de consommer tous ces éléments, les ENAF, hein, espaces naturels, agricoles et forestiers. Les prairies, ça en fait partie. On est contraint de ne pas les urbaniser. Or, ces prairies sont en train de disparaître. C'est le monde agricole qui a l'autorisation de transformer ces prairies en des cultures de céréales, de pommes de terre. Là, c'est la pire des cultures en termes de risque d'inondation. Ça, c'est un premier élément. Et je n'ai aucun moyen, moi, maire, d'aller contre ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler. Merci à messieurs de remonter ça au niveau de l'État et des ministères concernés. Et les habitants sont très inquiets. Comment ça se fait, monsieur le maire, que vous laissez partir ces prairies? Je n'ai aucun pouvoir. Deuxième chose, deuxième élément de connaissance des causes. La cause, la terre dans les grands champs, 70% de la surface pratiquement des Hauts-de-France, c'est l'agriculture, donc c'est de la terre cultivée. Cette terre a perdu presque 90% de sa capacité à absorber l'eau. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie, du fait de la disparition du vivant dans le sol. La disparition de la matière organique, qui est l'élément de nourriture du vivant. Alors le vivant, on pense aux lombriques, etc., mais il n'y a pas que. Et ça, c'est dramatique. Les coulées de boue que nous subissons, en amont, en tête de bassin, versant, arrivent 10, 20, 30 km plus loin pour faire les inondations du Pas-de-Calais. Il faut absolument rendre la terre capable d'absorber l'eau. Absorber, ça filtre l'eau, ça nourrit les nappes phréatiques. Aujourd'hui, l'eau, au lieu d'aller aux nappes phréatiques, elle coule, elle emmène le limon, elle détruit la bonne terre agricole. Donc c'est dans l'intérêt des agriculteurs de conserver cette terre et de rendre capable la terre d'absorber l'eau. Et ça, c'est gravissime. Voilà la cause majeure. Il faut travailler avec le monde agricole. Moi, c'est ce que je fais. J'anime des réunions. Je propose à des maires de discuter avec les agriculteurs pour dire quelles solutions. Il faut mettre en avant des solutions. Merci, monsieur le maire. Merci pour cette remontée terrain. Au fond, monsieur, on vous tend le micro. Avancez-vous un petit peu qu'on vous voit bien dans la lumière. Et encore une fois, j'insiste sur le fait d'être concis pour qu'on puisse prendre un maximum de questions et de réactions avant la clôture de ce forum. Monsieur, bonjour, présentez-vous. Bonjour, merci déjà pour toutes ces présentations. Je suis Pascal Benoît, maire de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, commune qui possède une centrale nucléaire. Commune multirisque, puisque j'ai une voie de chemin de fer avec du transport de matières dangereuses, avec de l'inondation en lien à la Garonne et ses affluents. Tout ce qui est problématique, on les concentre sur une commune de 1000 habitants. Donc 1000 habitants, petite équipe communale, 15 élus, avec quelques démissions, nous sommes maintenant plus que 13, et les agents communaux. Je voulais vous faire part de ma prise de responsabilité. Dès le premier jour, le 3 juillet 2020, première expérience en tant qu'élu, tout nouveau, maire, donc au plus haut échelon de la responsabilité. Un arbre qui s'écroule sur une ligne électrique, un quartier dans le noir, et là, première prise de responsabilité, puisqu'il faut déclencher tout le monde pour remettre le courant à tout le monde, savoir s'il y a des personnes en difficulté dans le quartier. Donc ça, c'est un vécu déjà de la responsabilité au premier jour. En ce qui concerne les liaisons avec la préfecture, aujourd'hui, donc dans le Tarn-et-Garonne, on a connu 2 préfets et moi, dans ma circonscription, donc 3 sous-préfets. Donc le lien, il est compliqué à avoir avec les services de l'État. Et en plus, on a des services de l'État qui, comme nous, quand on prend nos responsabilités, ont des difficultés puisqu'ils découvrent ce que c'est que les problématiques du nucléaire, toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer sur ce nouveau territoire. Donc ça, c'est une première chose qui est compliquée. J'ai même, à l'occasion d'un exercice où on a effectivement réalisé le test d'effet alerte sur un exercice nucléaire, j'ai été, en tant que moi, ancien militaire et travaillant dans une centrale nucléaire, j'étais moi-même obligé de corriger le sous-préfet dans les dispositions qu'il allait prendre et les ordres qu'il allait me donner. Donc c'est compliqué.
à un moment donné ses relations avec le sous-préfet. Et j'ai un manque d'acculturation sur mes employés communaux et sur mes élus, parce qu'aujourd'hui, déléguer à un élu, c'est très compliqué, malgré tout, s'il ne s'en sent pas capable et s'il n'a pas aussi le poids des responsabilités. Donc je voulais juste partager mon expérience et me mettre à disposition aussi s'il y a besoin d'échanger sur le sujet. Merci. Bien, merci beaucoup, monsieur le maire. J'aimerais peut-être donner la parole à madame la préfète Nguyen. Où êtes-vous, madame? Est-ce qu'elle est là? Voilà, madame. Vous allez peut-être prendre le relais, on va vous tendre le micro parce qu'on aimerait vous entendre sur une formation qui a été mise en place à destination des élus locaux sur la résilience. On a pas mal parlé résilience au cours de ce forum. Oui, je suis désolé, merci. Jean-Christophe Erard, je suis délégué pour la stratégie nationale de résilience auprès de Muriel Nguyen, au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Et vous lui donnez la parole au moment où elle vient d'être rappelée. Juste où elle a l'urgence, oui. Voilà, donc je vais le faire au pied levé. Il n'existe pas de stratégie nationale de gestion de crise, même s'il y a des plans particuliers, mais il existe une stratégie nationale de résilience qui a été adoptée en 2022 par le cabinet du Premier ministre et qui est suivi par un comité interministériel de la résilience nationale, le CIRN. Parmi les décisions qui ont été prises, et ça répond parfaitement à plusieurs remarques qui ont été faites par Sébastien Leroy et Éric Ménassi, deux sujets principaux. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à une pluralité de risques et que plus personne ne peut croire qu'il n'y aura pas droit un jour. Ceux qui le pensent encore se rappelleront juste que dans les 10 dernières années, on a eu l'année la plus chaude de la planète, la guerre la plus meurtrière en Europe depuis 1945, une pandémie mondiale qui a arrêté le monde entier, et j'arrête là la liste, mais je pourrais continuer. Et donc, il faut se doter d'outils et il faut surtout adopter une posture, une attitude qui soit favorable à la résilience. La résilience étant comprise comme la capacité à se rétablir après un choc. Ça veut donc dire avoir anticipé, s'être préparé, s'être exercé et avoir effectué les réflexes qui permettent d'améliorer l'ensemble de ce que l'on fait. Tout cela contribue donc à la stratégie nationale de résilience qui a commencé par l'État en améliorant, en durcissant le fonctionnement des administrations centrales. Il y avait 73 fiches actions, toutes suivies par le CIRN et qui continuent à produire leurs effets et qui s'étendent désormais vers l'ensemble de la population, évidemment vers les relais que sont les collectivités territoriales, les associations et les entreprises. Aujourd'hui, nous parlons des collectivités territoriales et l'une des demandes qui avait été exprimée par les associations d'élus ou par les collectivités que j'avais pu rencontrer lors de ma prise de fonction il y a 1 an et demi, c'était d'avoir un référentiel pour savoir de quoi on parlait et pouvoir sensibiliser l'ensemble des élus sur ces questions. Ça a été fait, et ça a été fait en parallèle avec la DGAFP pour la fonction publique de l'État. Donc il y a un module en ligne sur le site Mentor. Avec le CNFPT pour la fonction publique territoriale, le même module que sur la plateforme Mentor est désormais en ligne sur la plateforme du CNFPT. Et pour les élus, n'ayant accès ni à Mentor ni au CNFPT, un module spécifique a été développé avec le CNED, snr-elu.cned.fr, 4 modules, 1h15. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la SNR sans jamais oser le demander se trouve sur snr-elu.cned.fr. Et pour ceux qui veulent la démonstration, le stand est en sortant à gauche, au coin des corners. J'espère que j'ai pas trop abusé de votre temps. Merci beaucoup pour ce teasing, c'était très utile. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on a encore le temps de prendre 2 prises de parole. Merci d'être concis. En lien aussi, vos partages d'expérience avec nos 5 propositions. On a envie de vous entendre aussi là-dessus réagir. Oui, monsieur, présentez-vous. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Je suis élu d'une station de montagne. On n'a pas parlé de la montagne. J'habite à Valorcine, en haut de la vallée de Chamonix. Notre village est entre 1300 et puis le point le plus haut est à 3000 mètres d'altitude. Et on est un peu ce qu'on peut appeler l'île haute parce que pour accéder, quand il y a beaucoup de neige, on est obligé de passer par un col qui est souvent fermé par risque d'avalanche. On compte plus de 80 couloirs d'avalanche dans la commune qui sont tous répertoriés. Après, il y a 2 risques dont on n'a pas parlé, donc c'est les risques d'avalanche et puis les risques des laves torrentielles qui commencent à apparaître. Notamment, je prendrai un exemple dans une autre vallée de l'Isère, qui est le hameau de la Bérarde, qui a été complètement dévasté en juin dernier. Et c'est un hameau qui a plus de 300 ans.
Ouais, quelque chose comme ça. On n'a pas parlé aussi un peu du risque sanitaire, parce que quand on a pris notre fonction, on a été tout de suite fait face au Covid et au risque sanitaire. Juste à titre d'exemple, on a été considéré comme un cluster, alors qu'on avait pris toutes les précautions, parce que des touristes anglais qui voulaient skier dans les Alpes suisses, faisant pas partie de l'Europe, devaient se confiner, entre guillemets, 10 jours dans notre station avant d'aller pouvoir skier en Suisse, alors que toutes les stations françaises étaient fermées. Bon, voilà, après, on doit faire face à des cultures différentes par l'évolution de la population, puis surtout par des touristes qui viennent. On passe de 450 à 2000, voire 3000 habitants. Et ces gens-là ne sont pas habitués à nos risques et ne sont pas conscients de tout ça. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. C'était une petite expérience dont je voulais vous faire part. Merci pour ce retour d'expérience et d'avoir mis en avant. Ici et ensuite là. Monsieur, on vous écoute, on vous tend le micro. On vous écoute, bonjour. Moi, je vais essayer d'être très bref. Je ne vais pas parler de ma commune. Je suis un adjoint, Marcel Constantin, dans une petite commune de l'Isère qui compte moins de 500 habitants. Et je voudrais simplement témoigner d'une chose, c'est qu'aujourd'hui particulièrement, mais c'était déjà vrai hier dans les conférences où je suis allé, ce qui est vraiment le message récurrent, c'est la responsabilité qui incombe aux maires de plus en plus. Et ça va être crescendo, si j'ai bien compris les propos de M. Leroy, par rapport à notamment tout ce qui concerne les catastrophes à venir. Responsabilité, ça veut dire en face qu'il faut des compétences. Et c'est une vraie question. Alors, elle est un peu effleurée de mon point de vue, l'histoire de la compétence et des expertises nécessaires à un maire qui prend ses fonctions. Ça a été un peu dit. Alors, quand même, je me dis, quand un maire prend ses fonctions, j'espère qu'au moins il soit un peu enquis en amont de ce qu'il aura assumé comme mission. Et en tout cas, c'est d'autant plus vrai ensuite par la formation. Alors, pour la petite histoire, hier, ça a quand même été, la question était soumise à Madame la ministre, qui a réussi à s'exonérer de la réponse par un concours de circonstances. Mais je voulais simplement dire que, de mon point de vue, et pour la petite expérience que j'ai, la question de la formation des maires et au-delà des conseils municipaux, des adjoints, en termes d'animation d'équipe, de gestion de projet, à mon avis, elle est décisive pour l'avenir, parce que être maire en 2024 et en 2026, puisque c'est l'échéance, ça n'a pas grand-chose à voir avec devenir maire en 1960. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour cette prise de parole. Monsieur, on vous écoute. Oui, bonjour, Luc Chavassieux, donc maire de la commune de Chaussan, donc dans les Coteaux du Lyonnais, dans le département du Rhône. Et nous avons subi, alors nous très peu, mais on a participé, j'ai envie de dire, au phénomène d'inondation dont vous avez parlé, évoqué tout à l'heure sur la Haute-Loire, l'Ardèche, la Loire et une partie du Rhône, et en particulier sur la commune de Givors. Et on est bassin versant sur ce sujet-là. Et moi, je voudrais revenir sur ce phénomène d'inondation, sur le fait que je pense qu'on a quand même évité le pire, même si les dégâts sont énormes sur les communes concernées. Mais il y a quand même un certain nombre de travaux qui ont été faits en amont, en particulier sur le Gier, dans le département de la Loire, qui ont certainement évité d'avoir des victimes. Ça, je voudrais quand même le signaler, dans la prévention des risques, c'est quand même important de ne pas l'oublier. Et c'est là où je voudrais rebondir sur la deuxième chose, c'est qu'on a également un bassin versant sur notre secteur qui dessert une autre commune qui a été inondée, qui s'appelle Brignais. Et sur ce bassin versant, il y a des projets d'écrêteurs de crues qui existent. Vous savez, moi, j'ai fait une première partie d'élu jusqu'en 2008. On en parlait. Je suis revenu en 2020, on y est toujours. Et c'est cela, les lourdeurs administratives, elles sont juste impossibles, parce que là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, et je comprends qu'il y a des enjeux écologiques, bien évidemment, il faut en prendre en compte, mais franchement, essayons d'être tous responsables. Voilà, merci monsieur, prenez le micro, passez-le à votre voisin. Oui, bonjour, Pierre Costi, je suis adjoint au maire en charge de la résilience et de la gestion des crises à Palaiseau, une ville sous-préfecture de l'Essonne, 38 000 habitants. Donc j'appartiens au groupe de réflexion qu'animent Eric et Sébastien. Donc je souscris évidemment aux 5 priorités. Je voulais juste mettre un focus sur ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui encore. C'est le triptyque entre la modélisation des schémas d'aménagement hydraulique, les papiers d'intention et les papiers complets qui sont censés prévenir et anticiper,
alors qu'on raisonne sur des durées de 5 à 7 ans et que, évidemment, le périmètre d'intervention ne tient pas compte des rétextes qu'on peut faire sur l'inondation précédente et oublie un certain nombre d'habitants dans la modélisation. Et le troisième élément du triptyque, c'est évidemment le fonds Barnier, dont on annoncerait qu'il diminuerait alors qu'il faudrait le multiplier par 3 ou 4. Donc se pose le vrai problème du périmètre et de l'exhaustivité des territoires pris en compte à travers la modélisation très en amont, des syndicats hydrauliques quand ils existent, et surtout de tenir compte des expériences précédentes pour effectivement anticiper les financements et les travaux qui restent dans un papier complet à la charge de l'habitant. Donc les diagnostics du papier d'intention donnent l'impression qu'on va les aider et qu'on va prévenir la future crue en termes d'inondation, et derrière les travaux restent à leur charge. Donc on se mord la queue parce que à un moment donné, c'est beaucoup d'argent tout ça. Merci monsieur pour cette prise de parole. Il nous faut refermer la discussion malheureusement. Mais puisque monsieur vous citiez à l'instant votre participation au groupe de travail dédié à l'AMF, eh bien si vous êtes toutes et tous investis et motivés, n'hésitez pas à vous porter candidat à la participation de ce groupe de travail et à vous rapprocher de Stéphanie Bidot en charge de ces sujets à l'AMF. Merci, des applaudissements pour l'ensemble de nos participants, que je remercie de leur participation active et de leur implication sur nos sujets et sur ce forum. Restez avec nous puisqu'à suivre ici même, place au point info jusqu'à 12h30, en compagnie, levez-vous, de Stéphanie Bidot, qui est en charge de la gestion des risques et des crises à l'AMF. Il sera question notamment des plans communaux de sauvegarde et des plans intercommunaux de sauvegarde sur la préparation à la gestion de crise. Merci de votre attention, restez avec nous et bonne suite de congrès à toutes et à tous.